presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute, ça va bien. Bien rentré de Belgique. Ouais, bien rentré de Belgique, super week-end. Encore merci à Namur pour l'accueil, c'était vraiment top. Désolé, on vous a retourné le stream. On a retourné le stream, un petit bisou à Will. Bisous à Will, bisous s'il nous écoute. Et ouais, je voulais passer un petit message avant de commencer. Je voulais faire un petit message. Ouais, je voulais un petit message même un gros message de soutien à toute l'industrie des clubs actuellement à Paris parce que c'est compliqué là, ils sont un peu menacés de fermeture le 31. Ouais, c'est le gros bordel en ce moment. Ouais, c'est le gros bordel, donc voilà, on vous soutient, courage à tous et on espère que ça va bien se finir. C'est un peu le flou. C'est clair. C'est un petit peu le flou. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un producteur, un réalisateur, un joueur de poker, un comédien aussi. Si t'es comédien, parce que je t'ai vu dans ton documentaire avec Philippe, tu faisais semblant de jouer aux cartes sur la table. Alexandre Amiel est avec nous. Salut Alex. Salut. Merci beaucoup de prendre le temps, on sait que t'es très occupé. Mais merci à vous de me recevoir. Je suis ravi d'être là. Je crois que la dernière fois que je suis venu ici, Sarkozy était président. Attends, je suis pas sûr. C'était quand la dernière fois que tu es venu? Je pense qu'il y a 3. Moi, je dirais il y a 3 ans. Ah non, avant Covid, je pense. Longtemps. Ah ouais? Ouais, il y a hyper c'est longtemps. avant Covid. Et je crois que je suis venu 2 fois. Ouais, mais il y a très longtemps. Bah écoute. Voilà. Donc je suis ravi d'être là. On va dire que ça fait 2 ans hors taxe. Voilà, c'est ça. Le temps s'est arrêté pendant le Covid, ça compte pas. Merci beaucoup déjà de prendre le temps de venir avec nous. On a beaucoup de choses à discuter. Je pense qu'on n'a jamais parlé de tes tout débuts, mais je parle pas de tes tout débuts avant en tant que journaliste, de ta vie, tout début de ta vie. En regardant, je savais pas que tu étais né au Canada. Ouais. Comment ça se fait que tu es né au Canada? En fait, j'avais très envie de naître. T'as choisi là-bas. J'avais une sorte de goût pour l'Arctique, et puis finalement, non. Il faisait trop froid. En fait, l'histoire est beaucoup plus simple que ça. Moi, je suis d'origine juive marocaine. Et là, c'est logique. Et donc, je suis né à Montréal. Voilà. Mais en même temps, tout ça n'est pas complètement faux. Okay. Et en fait, le Québec a fait beaucoup de facilités pour que les francophones viennent s'installer au Canada. Donc, beaucoup de Juifs du Maroc ont émigré au Canada. Et donc, toute la famille de ma mère s'était installée à Montréal. Ils venaient du Maroc, ils venaient du Maroc, et donc on leur avait dit qu'il faisait froid ou pas? Ou ils ont eu une surprise. Je sais pas. En tout cas, ils y étaient. Donc ma mère voulant accoucher auprès de sa mère et monter dans un avion enceinte de 8 mois. Elle avait un petit ventre, ça s'est pas trop vu. Et puis voilà, donc je suis né à Montréal. J'y suis resté très longtemps. Je suis resté 2 semaines. Et ah oui, d'accord. Vrai local. Mais t'as perdu l'accent, hein, je trouve. Ouais, je l'ai perdu. Ça a été dur. J'ai dû travailler avec un orthophoniste. Oui, parce que tes premiers ouin on les comprenait pas avec l'accent. Et donc j'ai la double nationalité. Et pour l'anecdote, mon passeport canadien m'a servi 2 fois. Une fois parce que j'habitais juste à côté de l'ambassade, donc je l'avais fait un hasard total en 2000. Un passeport que j'avais jamais utilisé. Le 11 septembre est arrivé, j'étais grand reporter. Je suis monté dans le premier avion qui a atterri à New York, le deuxième, le premier venait de Londres, mais le premier qui venait de Paris, grâce à mon passeport canadien, dans lequel j'avais marqué une adresse à New York. Et la deuxième fois où ça m'a servi, c'est il n'y a pas longtemps. Je tournais une série d'émissions à Montréal et je n'arrivais pas à faire l'équivalent de l'ESTA. Oui, le fameux papier. Voilà, et en fait, maintenant, au Canada, il y a le même système depuis quelques années. Et en fait, pour les gens qui sont nés au Canada, ils ne peuvent pas rentrer dans le pays sans leur passeport canadien. Donc, j'ai refait mon passeport pour pouvoir retourner et surtout être invité à Club Poker Radio. Et c'est heureusement que tu avais ton passeport canadien. Sinon, c'est... Non, tu passais à la trappe. Notre premier Canadien de l'année. Je suis déçu par cette histoire, mais c'est la vraie. Non. J'aurais pu en inventer une. C'est vrai que tu aurais pu en inventer. Mais ça nous donnera des ponts pour plus tard. J'ai regardé aussi on parlait de tes parents. Ton père était négociant en viande. Il était l'équivalent d'un trader en viande, mais avec une matière périssable. Donc en fait, c'était des grandes quantités. Il gérait pas vraiment la viande lui-même, c'est lui, il gérait les stocks et Voilà, il gérait, il achetait, il vendait dans différents pays, surtout intra-européens. Et donc, mais sauf que c'était un métier
aussi de trading, mais encore plus stressant qu'un métier de trading classique. Si t'attends trop parce que longtemps, ça périt. Ben voilà, c'est du périssable. Donc tu peux perdre 100% de ta valeur. Et ça, là on est en France là. Ah, on est totalement en France. On est en France, on est où? On est à Paris? On est à Paris. On est dans un quartier difficile, le 16e. Et ah ouais, puis, merde. Vous croyez que c'est facile? Mais heureusement que tu avais perdu ton action canadien parce qu'il se faisait démonter la gueule. Hein. Voilà. Donc ça a tenu et effectivement, mon père était directeur commercial d'une boîte qui faisait ça. Qu'est-ce que t'as tiré d'un papa trader en négociant en viande? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui s'inscrit dans tes gènes un peu comme ça? Ça t'a appris la négociation? Je sais pas pourquoi je mets mes mains comme ça, mais est-ce qu'il y avait des petits jeunes de gambler? Je sais pas si je devais faire un trait immédiat. En ce moment, je produit une série sur TF1 qui s'appelle Le Négociateur. Ouais, exactement. Donc peut-être qu'il y avait un trait d'union, un fil invisible. Je crois que ça voulait s'appeler Le Négociateur en viande à la base. Et finalement on en a fait un négociateur du rêve. Un peu plus conventionnel. Quand t'étais gamin, t'étais quel profil d'enfant un petit peu? T'étais curieux, t'étais discret? Je savais pas que j'allais m'allonger sur le divan. Oui. Ça a changé, t'as pas dit. Non, mais en fait, tu vois, vraiment, je suis. Alors, mais en même temps, vous êtes plus lacanien que freudien, puisque je me tiens. Calme-toi avec les insultes. N'utilise pas des mots qu'on comprend pas. Mais n'insultez pas vos auditeurs. Alors, voilà. C'est vrai. Non, notre auditeur, s'il te plaît. Voilà. Donc votre auditeur le sait, et j'étais un garçon très sympathique et très facile. Ouais, t'étais déjà genre super curieux, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Écoute, tu sais, je viens d'avoir 50 ans, donc ça commence à être long. Non, c'est pas vrai, t'as 52 ans déjà, donc tu viens pas de... 50. T'as 50? J'ai vraiment 50, mais j'aurai 51 en avril. Donc bon, ça va, t'as 50. T'as 50. Mais donc, je reformule, donc je recommence. Bon. Vas-y, recommence. J'ai 50 ans maintenant. Et là, tu dis... Bientôt 51 en avril. Tu les fais pas. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, non, tout ça me paraît un peu loin, mais c'est sûr que la curiosité, ça a toujours été vraiment un des trucs positifs qui me caractérisent. Des trucs négatifs, il y en a d'autres. Mais, et puis, j'en ai fait un métier. Donc, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, je le dois ou c'est à cause de ma curiosité. Et à quel moment aussi, quand tu es gamin, tu vois, tu prends un petit peu conscience du domaine vers lequel tu veux aller, tu vois, que ce soit le cinéma, le journalisme, etc. Mais quand ça devient ça, cette passion? Honnêtement, j'ai commencé à m'intéresser, à écouter l'information sous toutes ses formes très jeune. Donc en fait, très vite, je savais que ça allait être dans cette direction-là. Un peu plus jeune, je pensais que j'allais faire de la politique. Et puis assez vite. Ouais, bah oui, ça t'arrive pas souvent d'avoir à ton micro ici quelqu'un qui dit c'est mon rêve. En général, il finit par faire de la politique, mais c'était pas son rêve. Nous, il voulait être astronaute en général. Nous, ils veulent jouer les tritons. Voilà, ils veulent jouer les tritons. Alors moi, je me suis dit que j'avais peut-être envie de jouer les tritons, et puis assez vite, je me suis rendu compte que j'étais trop libre et trop curieux pour justement m'astreindre à une carrière politique qui t'amène dans des choses beaucoup plus enfin, ça ressemble plus à l'armée que le journalisme. Donc le journalisme, ça s'est imposé très vite. Avant de commencer ta carrière de journaliste, t'as fait des petits boulots, un peu des trucs rigolos ou... J'ai commencé à faire ce boulot très jeune en fait. Ah ouais? Donc, quel âge t'avais? J'ai eu ma carte de presse, j'avais 20 ans. J'ai terminé mes études, j'en avais 24 et j'étais déjà engagé à Canal quand j'en avais 23. Donc en fait, à 20 ans, j'animais des conférences au salon de l'étudiant, je commençais à présenter les flashs en radio. Donc et j'étais même autonome financièrement à 22, 23 ans. Donc en fait, les petits boulots, j'en ai quasiment pas fait. Avant, j'étais en prépa. J'en ai fait vraiment 2 à droite à gauche, mais j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire et de me donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire qu'en plus de mes études, et donc, dès que j'ai pu mettre un pied dans une rédaction, c'était trop compliqué de m'en sortir. Ça se passe comment les premiers pas en rédaction? Genre, est-ce que tu fais les photocopies, les cafés, ou vraiment tu fais un taf quand même plus intéressant? J'ai fait un stage quand j'avais 20 ans qui était mon plus long stage non opérationnel, à la rédaction du 19-20, un journal qui existe encore. Sur France 3? À l'époque, c'était FR3. FR3. Mais la 3, c'était voilà. La 3. Mais non, mais je dis ça, mais je me vieillis un peu, mais en vrai, c'était déjà assez vite France 3. Mais bon, j'avais envie de dire que c'était... Non, mais en plus, il y avait 3 chaînes à l'époque. Non, pas quand j'avais 20 ans. Non, quand j'avais 20 ans, tu sais, il y en avait
il y en avait déjà une qui était née et qui était morte. C'est quoi, la 5 ? La 5, ouais. Donc non, il y avait déjà toutes ces chaînes et déjà même le câble. Donc voilà, j'ai commencé assez vite et puis pour je vais pas vous embêter tes auditeurs avec l'histoire de ma carrière professionnelle, mais en gros, je suis rentré à Canal quand j'avais 23 ans et puis à partir de là. Alors t'es rentré à Canal à 23 ans. Alors je vais pas faire les maths, mais on est en quelle année ? On est en 97. Ah oui, donc oui, Canal. Canal Plus, ouais. Non, mais je veux dire, c'est les années fastes de Canal. Oui, on est en plein dans les années fastes. Et en fait, pour la petite histoire, moi avant, j'ai donc animé les journaux en radio. J'ai fait plein j'ai appris mon métier de plein de façons. Et puis un jour, je vois rentrer le directeur de la rédaction de Canal, que je vois toujours d'ailleurs, qui s'appelle Éric Gilbert. Alors pour vos auditeurs, ça paraît un peu loin, mais il était le patron. C'était une toute petite rédaction à Canal, il y avait 10 journalistes. Et il présentait une émission un peu mythique qui s'appelait 24 heures. Et il présentait les journaux de la mi-journée et donc sur Canal+, et dans les émissions notamment de Delarue, enfin de Denisot, de Gildas. Et donc je l'ai vu rentrer dans cette boutique. Et j'ai attendu qu'il sorte et je lui ai pris la tête jusqu'à ce qu'il me donne un rendez-vous. Ah ouais, donne-moi un job. Il essayait de mettre son casque, il y arrivait, il était en scooter, il a enlevé son casque, il remettait son casque, il a enlevé son casque. Je vais appeler la police, monsieur, je vais appeler la police. Puis il s'est dit, un mec qui est aussi relou, ça fera sans doute un bon reporter. Et c'est comme ça que tu as eu ton premier. Et c'est comme ça, et je suis rentré, j'ai fait une pige, et puis je suis jamais parti. Moi, je me souviens, la première fois que je t'ai vu à la télé, t'étais chez Carl Zero. Tout à fait. Où tu étais alors reporter de terrain. Ouais, bien sûr. Tu faisais des reportages. J'étais grand reporter, donc je couvrais beaucoup les États-Unis. À l'époque, je suis resté 4 ans au Vrai Journal. Donc là, je suis parti. Enfin, j'étais toujours à Canal, mais j'étais à l'agence Kappa, qui est une grande. T'es agence. Toujours d'ailleurs, ou t'es toujours? Ah non, moi j'ai une boîte depuis 20 ans maintenant. Ok. Alors attends, parce que Kappa, c'est une des plus grandes. C'est une grande agence de presse qui a été fondée par un journaliste qui s'appelle Hervé Chevalier et qui produisait. En gros, qui sous-traitait toutes les gros sujets des grosses émissions de Canal. Et puis plein d'autres choses. Après, ils ont fait avec Capadrama, plein de séries qui viennent de là-bas en fiction. Et donc, je faisais pendant 4 ans une vingtaine de sujets tous les ans. Et à l'époque, le Vrai Journal, c'était un gros truc. C'était énorme. Le dimanche, je me rappelle, c'était avant les Guignols. C'était 12h40, juste avant les Guignols, qui était à 13h30. Ça durait 1 heure. Et c'était une émission un peu de mélange des genres. Donc pour les gens qui sont trop jeunes pour avoir connu. En gros, c'est comme si vous aviez quotidien. C'est le truc le plus ressemblant, c'est un mélange de quotidien et un peu, dans une certaine mesure, de l'émission d'Élise Lucet. Enquête exclusive. Non, ça s'appelle Faites entrer l'accusé. On va y arriver. C'est rien de tout ça. C'est Cache Investigation. Cache Investigation. Donc ça sera un mélange des deux. Il y avait des gros sujets qui sont sortis. Il y a eu je sais pas si des scandales, mais en tout cas il y a eu des c'était une émission d'investigation. Donc et puis à l'époque il n'y avait pas autant de chaînes que maintenant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait pas. Donc c'était une grosse émission et qui était un peu iconoclaste parce que l'actualité était traitée avec un pas de côté. Et nous, les journalistes, on était un peu vedettisés, puisque c'était du journalisme en gonzo. Donc, en fait, on était à l'image, souvent, de nos sujets. On incarnait les sujets. Exact, ouais. Voilà. Et quand on est journaliste dans une grande émission comme ça de télé, est-ce que ça t'est arrivé de subir des pressions ? Comme on peut, nous, dans le fantasme un peu de... Comme vous dans le poker, un peu. Ah, on peut pas en parler. Nous, c'est des vraies pressions. Nous, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Mais non, mais oui, des pressions, oui. Après, j'ai mis l'histoire qui, pour moi, sont des anecdotes. Mais bon, voilà. On adore les anecdotes. On adore les anecdotes, Alex. Je sais pas. Donc, je vous ai dit, j'étais le seul journaliste à être entré à Ground Zero. Alors, tu me l'as pas dit, mais par contre, c'était ça dans le point où je parlais tout à l'heure, c'est que quand t'as pris le premier avion en 2001, t'es le seul. Oui, à ce moment-là, je suis le seul, là aussi. Pour Canal+. Pour Canal+, pour le Vrai Journal à l'époque, et on le retrouve dans les journaux dits télé de Canal avant parce que je voulais permettre de maintenir le scoop parce que entre ce moment et la diffusion le dimanche, on aurait pris le risque que quelqu'un d'autre entre. Alors attends, mais juste comment on peut pas imaginer comment toi tu rentres, tu connaissais le mec à l'entrée. Et c'est toujours pareil, c'est un peu l'histoire de ma vie, un peu comme je vous dis, j'alpague le mec, c'est un mélange de chance, de culot, et puis alors pour utiliser des métaphores pokéristiques, voilà, c'est un peu quand le talent, c'est quand la chance rencontre l'opportunité.
Donc le travail rencontre l'opportunité, je veux dire, pardon. Donc moi, je pars à New York, je suis dans le seul avion, j'arrive à être dedans, déjà, c'est pas possible. J'arrive sur place, et tout seul, sans caméraman, et il y avait un bureau d'une agence de presse donc je récupérais un caméraman, je suis arrivé un vendredi, et je récupérais un caméraman le lundi. Donc le 11 septembre, c'était un mardi. Et donc, moi, pendant le week-end, je commence à préparer, essayer de trouver. Moi, je devais faire un sujet qui était... toute la zone était évidemment fermée. Et le sujet que je préparais, c'est l'Amérique qui se prépare à la guerre. Donc, j'allais faire un sujet magazine. Et sauf que dans le week-end, ils changent leur axe de communication et plus personne ne parle. Donc, non seulement on ne peut pas rentrer, et personne ne parle. Et moi, Quand tu dis personne ne parle, c'est aucun officiel. Aucun officiel. Donc en fait, je suis là et a priori, je vais pas t'as pas de sujet. J'ai un caméraman pendant 3 jours, mais j'ai pas de sujet. Et là, je me mets à appeler 275 personnes, à appeler partout pour essayer de sauver les meubles. Et à un moment, donc je me pars avec le caméraman, et à un moment, j'appelle un mec. Dans les 275 mecs que j'ai trouvés via... il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas de réseaux sociaux, via un peu Internet, des bouquins, des machins, enfin, le téléphone, quoi, la démerde, que j'ai toujours fait toute ma vie. Et donc, je tombe sur un mec qui me dit, OK, qui a un PR, un public affaires, des Special Forces, c'est-à-dire Ah oui, OK. Des paras. J'aimerais bien, je ne sais pas comment tu as réussi à avoir son numéro à lui. Je ne sais plus moi-même, j'en ai pas la moindre idée. On ne va pas savoir, parce que je pense que... Non, mais je veux dire, c'est juste, à force d'appeler, au bout d'un moment, tu tombes sur des gens, et il me dit, non, je ne donne pas d'interview, mais venez me voir. Donc je vais le voir. Moi, j'ai pas le temps de venir le voir, mais j'y vais quand même. Et puis on discute. Puis il me dit bon, OK, très bien. Bon, vous allez, je vais vous faire entrer à Ground Zero. Il n'y a pas une caméra au monde qui entre. Je dis ah bon, ouais. Bon, vous allez monter avec moi au bureau des pillards de l'armée. Et puis je vous mets un capitaine que j'ai appelé Capitaine Kirk, qui s'appelait Kirk Harrington, qui m'ont laissé passer pour m'en faire entrer, le caméraman et moi. Là, mon caméraman, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait au mec? Et là, on monte, on est dans le truc des pillards, en attendant il y a un autre mec qui arrive de la marine. C'est vous, les Français? Bon, je vais vous emmener au bateau des sauveteurs. D'accord. Ensuite, il y a un troisième mec qui arrive et qui fait, c'est vous, les Français? Vous voulez aller au Pentagone? Je suis en train d'organiser. Vous allez aller au Pentagone demain. Vous voulez 1 milliard d'euros? C'est vous les Français. Regardez. Voilà. On va avoir une interview exclusive du président. Tu les connais ni d'Ève ni d'Adam. Ni des lèvres, ni des dents, ni de rien. Personne. Je les ai jamais vus. Et je suis resté par ailleurs, enfin plus maintenant, mais à l'époque pendant quelques années en contact avec eux. Mais attends, et juste, tu peux nous raconter quand est-ce que tu te dis à ce moment, j'ai le scoop de ma vie? Non, t'es dans l'action. Donc t'es dans l'action. T'as pas le temps de réfléchir, tu vois. Donc tu dis juste, bon, maintenant, il faut juste que j'arrive à le faire et que les portes se ferment pas. Et donc, en fait, on part, et le mec nous fait passer les barrages, et là, moi, je me retrouve en face d'un des derniers bouts du World Trade Center qui tombe devant moi, qu'on filme. On interviewe un fireman, un pompier, pardon. On interviewe 2, 3, 4 mecs qui, normalement, ne parlent plus du tout. Et je monte un sujet, on l'envoie, ça fait la une du Monde le lendemain, dans tous les journaux, repris dans le monde entier, etc., etc. Et là, le lendemain, on l'envoie. À l'époque, c'est par faisceau satellite. Il y a pas de, c'est avec un banc cut qu'on monte à 2 avec mon caméraman. Il y a même une petite faute dans le mix qui a jamais été reprise. La seule fois où je l'ai pour les 20 ans de Capa ou je sais pas quoi, j'ai revu le sujet. Et en fait, on prend le train pour aller au Pentagone et là, le mec m'appelle. Alex, désolé, mais là, le sujet, ça fait trop de bruit. On ne peut pas vous recevoir au Pentagone. Mais on va te débrouiller pour que tu ailles voir des mecs. Et j'ai pu faire mon sujet, l'Amérique qui se prépare à la guerre. Et en fait, pourquoi j'ai eu ce scoop? Pas parce que je suis un garçon extraordinairement intelligent. Pas que. Mais pour une raison simple, c'est que, en fait, sur New York, sur l'autorité de Ground Zero, c'était la police de New York qui gérait tout le monde. Sauf que dans la réalité politique de l'instant, il y avait au-dessus de la police l'armée et au-dessus de l'armée le FBI. Mais personne dans la presse n'allait voir les bonnes personnes. Allé voir donc les mecs de l'armée. Donc ils se sont vexés. Ils se sont dit on va le donner au blaireau là. Au blaireau qui passe là. Personne va en entendre parler. Non, si, ils savaient qu'on en entend parler. Mais c'est pour faire une leçon aux médias américains. J'ai bénéficié.
Et ça, dans Avec une l'information. guerre de service, Et pareil, ton une sujet, guerre il a de été service. repris aux États-Unis, Dans le monde entier. dans le monde entier. Et Ouais. quand on est Mais- journaliste, excuse-moi, quand on est journaliste comme ça d'investigation, tu fais une énorme exclu, un énorme scoop comme ça, ça change ta carrière derrière. Il y a un vrai avant-après ou finalement pas tant Non, que moi ça. non, parce que j'étais déjà pas mal à Canal. Ce qui aurait pu changer, c'est que j'ai eu des propositions d'agents, parce qu'en Amérique, les journalistes sont des gens d'antenne et donc ils ont des agents, pas comme chez nous. Et pour éventuellement, mais moi j'étais bien à Canal, j'étais dans un truc. Mais en plus, Canal, à correspondait. l'époque, il n'y a pas plus haut, quoi. En France. Bah c'est chouette. En tout cas, c'est l'endroit où moi c'est l'endroit où j'avais envie d'être. Et donc je me suis retrouvé chez moi tout de suite parce que bon, entre ça et le vrai journal, quand je suis rentré à la rédaction de Canal, moi au bout d'un mois, je faisais des sujets dans toutes les émissions de la chaîne. Donc j'ai même commenté des matchs de foot. J'ai fait tout ce qu'on pouvait. J'avais la chance de vivre à Canal. En fait, c'était simple. Moi, le premier sujet que j'ai fait, personne l'a vu avant qu'il soit à l'antenne. Donc j'étais là, et je me dis, ah, bon, bah, va faire ça, tu vas le monter, ah, bah, on regarde, c'est bien. Personne c'est va pas rien bien. te dire, et si c'est pas bien, tu vas pas revenir le lendemain. Ouais. Et donc moi, le premier été où je suis parti faire un stage, des piges à LCI, le rédacteur en chef qui voulait voir mon sujet, je comprenais pas pourquoi en fait. Et voilà, c'était une époque, un métier où tout fonctionnait, il fallait être bon. Et si t'étais pas mauvais dans ce que tu faisais, il y avait plein de choses qui étaient possibles. Tu as commencé à te lancer quand dans la production? Alors, la production, c'est quelque chose c'est assez vague. On ne sait jamais ce que fait un producteur. D'un moment, tu penses que c'est celui qui amène l'argent, mais finalement, on sait que c'est plus que ça. Mais il y a plusieurs formes de producteurs. Il n'y a pas qu'une façon de produire. Si je devais définir un producteur, c'est quelqu'un qui est capable d'amener un programme, on va dire, à l'antenne. Donc, à la télé, si c'est un producteur de télé, au cinéma, c'est un producteur de cinéma, au théâtre, etc. Quand tu dis il l'amène, c'est-à-dire qu'il il le propose ou il. Non, mais qui est capable d'amener un programme à l'antenne. Mais il est le fait pas capable. forcément. C'est-à-dire qu'il est capable. C'est-à-dire qu'on lui donne un scénario, Non, mais il est capable on de lui donne faire rien la du tout. bascule. C'est juste que toi, tu as une idée. Une idée, ça vaut rien, en vrai. C'est ta capacité à la fabriquer. Donc en fait, c'est ta capacité à faire en sorte qu'un programme existe. Après, il y a 50 façons d'être producteur. Donc moi, je suis un producteur de contenu. Moi, quand j'ai fini le vrai journal, alors que j'avais des possibilités pour présenter moi des émissions sur Canal, ça se passait très bien. J'ai dit, je deviens producteur et j'arrête l'antenne. On m'a regardé comme un. Alors que c'était la voie royale. Alors a que priori, les gens, quand ils sont à l'antenne, si tu veux, ils ne partent que quand ils en sont chassés. Ah, tu te Ouais, bats, ouais. tu te bats. pour Voilà. ta Et place. moi, je supporte l'autorité de rien ni de personne. Donc, assez vite, je me suis dit que j'avais plutôt envie d'être. Il y a un doc que j'adore, que je vous conseille, qui s'appelle The Kid Stay in the Picture, qui est sur la vie de Robert Evans, qui était un producteur mythique du nouvel Hollywood et qui a produit notamment Le Parrain. Alors, si vous avez vu The Offer, la série sur la création du Parrain, Non, Bon, j'ai pas vu. je vous conseille de la voir aussi. Il a produit Love Story, donc vraiment des gros. Des classiques, des grands. Et en fait, il a été comédien. Et il y avait un grand producteur, il était très mauvais. Donc tout le monde voulait le virer du projet. Et un grand producteur mythique hollywoodien qui s'appelait Daryl Zanuck est arrivé. Il y avait une fronde de tout le monde pour le virer. Et il a dit The kid stay in the picture. Ok. Et il s'est dit à partir de ce moment-là qu'il voulait être le mec qui dit Qui The dit ça? kid stay in the picture. Donc moi, quand je considère que quand tu as la chance comme moi d'exercer un métier super passion, ce qui est votre cas aussi, quand tu commences, tu as 50% de passion, tu as 20% qui t'emmerdent et 30% que tu maîtrises pas. Et chaque année qui passe, si tu fais pas évoluer ça, la partie qui t'emmerde, elle rogne sur la passion, et la portion que tu maîtrises pas, elle bouge pas. Donc moi, j'étais pas allé au bout de l'antenne. Il y a plein de gens mais enfin, j'ai continué et je me suis dit non, j'ai envie de devenir producteur pour amener mes projets et faire que des choses que j'ai envie de faire. Mais tu n'aurais pas pu faire les deux? Amener tes projets et les présenter? J'aurais pu, mais en tout cas, je l'ai fait comme ça et puis je le regrette pas. Maintenant, ça fait 20 ans. 20 ans que je fais ça. Être à l'image, ouais, ça n'a jamais été ton Mais je le fais toujours, tu sais, en 20 ans, j'ai jamais cessé de le faire. Mais je le fais pour aller défendre mes projets ou parfois sur des projets beaucoup plus personnels. J'ai fait un film en 2016, là maintenant il y a presque 8 ans, qui s'appelle Pourquoi nous détestent-ils? Où tu étais avec les deux autres comparses. Avec Lucien Jean-Baptiste, Amel Chahabi, donc c'est un film que j'ai réalisé, mais que j'ai incarné. Après, de temps en temps, là, je vais présenter une émission sur France Culture
de façon occasionnelle une émission qui s'appelle La Voix Nue. Je vais à l'antenne très régulièrement défendre mes projets. Je vais à l'antenne, ça m'empêche de rien. C'est juste qu'au lieu de ma carrière, ça soit une carrière d'antenne, c'est une corde en plus. Et puis ce que je m'étais dit il y a 20 ans, c'est que si ça marche pas, je serais retourné à... Bon, maintenant ça fait 20 ans, c'est fini. Mais voilà, mais de la même façon, et donc à partir de là, j'ai exploré des champs très très différents. Et j'ai pu explorer des champs très différents parce que ces démarches entrepreneuriales, artistiques, me donnent cette liberté-là. Et quand tu décides à l'époque justement là, de dire bon, j'arrête l'antenne et je veux amener mes projets, les mettre en avant, etc. Est-ce que tu t'es fermé des portes, tu t'es mis des gens à dos? Est-ce que finalement ta carrière, t'avais déjà une bonne base, ça t'a aidé? En fait, tu sais, là j'ai écrit une pièce de théâtre qui va se jouer en janvier. Là, je tourne demain se termine la 2e saison d'une série que j'ai faite sur TF1. Je suis en train d'en faire un autre unitaire. Je suis en train de préparer 2 autres séries. Et il y a 2 ans, je faisais pas de fiction. Donc les gens te disent mais comment tu fais pour faire une série sur TF1 en n'ayant jamais fait de fiction, sachant que plein de gens dont c'est le métier mettent 20 ans à y arriver ou n'y arrivent jamais. Ben en fait, là j'ai écrit une pièce de théâtre. Elle se joue dans un des plus gros théâtres à Paris avec Jacques Weber et Elodie Navarre, théâtre de 600 places, et c'est un huis clos. Et les gens disent mais comment t'as fait? D'habitude ils vont à Avignon, je sais pas quoi. Mais je me pose pas la question en fait. Tu fais. Je le fais. Après il faut toujours, comme je vous l'ai raconté sur mes premiers scoops, je vous ai pas dit j'étais plus malin que les autres. Mais tu nous as dit que t'étais culotté. Non mais ce que je veux dire c'est que tu provoques là pour reboucler dans l'endroit dont on parle à ce micro. Ça se provoque. Ça ne veut pas dire que il faut un mélange de chance, mais à un moment, quand ça fait 25 ans que tu le fais, bon, bah, tu peux te dire que tu es peut-être à ta place pour faire les choses que tu fais. Voilà, en tout cas, il faut essayer. En tout cas, moi, ça a été ma façon de vivre. Je dis pas, il faut. Moi, je vis pour ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse. Donc, j'ai jamais eu l'impression de travailler un jour dans ma vie. Mais j'ai beaucoup travaillé. Mais voilà, mais en même temps, j'ai pas l'impression de travailler. C'était quoi les premières choses que tu as produites quand tu as quitté Canal+? Bah, j'ai commencé, en fait, là aussi, j'ai toujours eu des intuitions, moi. Donc je me suis dit, le truc naturel, c'est de faire du documentaire, de faire du reportage, des choses que je savais faire. Et je me suis dit que je serais plus libre en faisant des émissions et du flux, parce que l'économie était plus pérenne. Et puis, donc j'ai commencé, j'ai eu de la chance. Ça a marché tout de suite aussi. Donc j'ai commencé, j'avais une petite émission sur Feu iTélé, qui est l'ancêtre de CNews, mais qui n'avait... Voilà, c'était le groupe Canal. Une émission qui s'appelait N'ayons pas peur des mots, qui était une émission de débat sur l'actualité politique. Alors aujourd'hui, des émissions de débat sur l'actualité politique, il y en a plus qu'il y a de chaînes de télé. Il y a que ça. Mais quand j'ai fait ça, il y a 20 ans, il n'y en avait aucune. Donc, moi, j'ai eu l'intuition que le débat, c'était quelque chose de... Voilà, j'ai commencé ça avec Bruce Toussaint, et après, Bruce est parti à la matinale, et je l'ai fait avec Samuel Etienne, qui est maintenant connu chez vous sur Twitch. Non, moi, je pensais pour question pour un champion. Moi. Non, c'est vrai, sur Twitch. Non, mais je disais que c'est un... Voilà, mais donc cette émission politique, après, je produisais un bout de la matinale de Canal, après, cette même année, j'ai produit une émission avec Philippe Gildas sur Paris Première. Après, j'ai produit beaucoup de choses. J'ai produit une émission avec Guillaume Durand, l'émission culturelle de France Télévisions qui s'appelait Esprit Libre. Guillaume, que j'ai produit... Que tu produis encore, là? Là, plus maintenant. Il y a l'année dernière encore? Plus maintenant, mais jusqu'à il y a 2 ans, ouais. 2 ans. Une émission sur TV5 qui s'appelait 300 millions de critiques, puis 400 millions, parce qu'il y a plus de francophones. Il y a une grosse inflation en 2 ans. Voilà, mais j'ai produit donc d'abord beaucoup d'émissions politiques, beaucoup d'émissions culturelles, toujours avec un pas de côté. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu moins d'émissions, et j'ai eu une année où j'en avais plus, alors que sans autre raison que la vie de l'audiovisuel est ce qu'elle est, quoi. C'est un métier. Mais quand t'as plus d'émissions, j'ai fait un doc. Tu travailles quand même. J'ai vendu un doc, et j'ai eu la chance. Ce doc, ça a été le plus gros succès à l'époque sur Canal. Ça s'appelait Made in France. Ah, bien sûr. Ah oui. Un mec. Putain, c'est toi aussi, mais j'ai fait beaucoup de choses. En fait, c'est souvent ça. Moi, j'ai souvent dit, c'est toi qui as fait ça aussi. Donc, et moi, quand on regarde ton Instagram, on fait putain, il fait ça, il fait. Mais pourquoi? D'où il le connaît lui? Mais partout.
on sent là qu'en ce moment il y a beaucoup de projets. Ouais, non, là c'est surtout des projets un peu différents. Donc celle-là, elle a une pièce de théâtre. Déjà oui, comme tu disais, le négociateur. Voilà, le négociateur, voilà. Mais en même temps, je continue. Là, j'ai une série de docs dont on va parler. On est deuxième. On est deuxième depuis ce matin des docs de MyCanal. Et on est rentré en troisième ou quatrième place. Et c'est un doc de société. Donc normalement, les docs qui sont dans les premières places, c'est que des true crime, c'est que des histoires de sportifs, de scandales, de sportifs, de crimes. Et là, on a une série sympathique sur l'addiction. Avec un mode, de narration qui ressemble à la série que j'ai faite Pourquoi nous déteste-t-il. Donc ce sont des films incarnés. Mais après, moi, je sais pas, je peux vous dire pêle-mêle. Là, c'est drôle parce que je fais une interview, là, j'ai un portrait dans le film français et un portrait dans Écran Total. Et c'est pareil, ces gens disent « Ah oui, vous avez fait ça aussi. Ah oui. » C'est quoi pour toi alors, en termes d'émotion, que ce soit stressant, stimulant, le fait de faire une émission quotidienne, tu vois, comme quand tu faisais les matinales, donc d'être finalement tout le temps stimulé par rapport à ton taf, mais ça doit être une pression énorme, ou d'avoir un projet un peu plus long terme, tu vois, comme par exemple un doc comme ça, c'est quoi ce que tu préfères au final? Mais moi j'aime tout. Donc, moi j'en ai jamais marre. Donc c'est simple. Moi je veux faire que des choses qui m'amusent. Mais quand je dis que des choses qui m'amusent, ça veut pas dire que les choses soient faciles. Elles le sont jamais. Même si j'ai des facilités, mais les facilités tu te les crées par le travail. Je dis j'ai pas peur, c'est pas que je suis pas moins peureux que n'importe lequel d'entre nous. Simplement, le travail te permet d'acquérir la confiance en toi, qui te permet d'essayer d'avoir la chance peut-être un jour de réaliser des choses rigolotes et intéressantes. Et parmi toutes les choses que tu as faites, j'imagine qu'il y a forcément des échecs. Il y a des échecs retentissants. Et comment tu t'es relevé de ces échecs? Oui, bien sûr qu'il y en a, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Après, tout dépend ce qu'on entend par échec. Mais je sais même pas ce qu'on appelle un échec. Est-ce que c'est en général, j'ai une émission en tête qu'on a fait avec Bruce où ça s'est pas passé comme on aurait voulu, et du coup c'était pénible. C'était une année pénible. Enfin, sur cette émission, on faisait d'autres choses. Donc c'est pas un one shot, c'est une émission. C'est une émission qui a duré une année, qui était pénible, qu'on coproduisait, et voilà, et qui allait pas du tout dans la direction dans laquelle on allait. Donc en fait, c'était pénible. Et en vrai, ils voulaient continuer la chaîne voulait continuer l'émission l'année d'après. Mais nous, on a été malheureux pendant toute l'année et on n'était pas fiers de ce qu'on faisait. On n'aimait pas ce qu'on faisait. Donc c'est plutôt ça. Mais justement, en étant producteur, la chance que j'ai, c'est que c'est pour ça que je suis devenu producteur. C'est pas pour l'argent, c'est pour pouvoir me dire, quoi qu'il arrive, je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Si ça va dans le mur, c'est de ma faute. Si ça va, si ça marche, j'y suis un peu pour quelque chose aussi. T'es Bruce tout puissant en fait. C'est toi qui as la main mise là-dessus. Et si. Mais t'as la main mise. Tu travailles avec des chaînes. Tu as parfois des besoins de financement. T'as la main mise de rien du tout. Il y a plein de et tu as tous les risques qui vont avec. Moi, je fais un métier où depuis 20 ans, je peux passer de 0 à 10 millions et de 10 millions en 0 en 3 mois. Donc il faut avoir le. En même temps, ça n'arrive pas, mais je veux dire, ça n'arrive pas relativement, mais c'est un métier, c'est un artisanat, ce métier, le métier que je fais, et c'est un métier ultra concurrentiel parce que en fait, des indépendants comme moi, il y en a presque plus. La plupart se font acheter par des gros groupes. En tout cas, quand tu as la chance de faire des projets intéressants, il y a encore plein d'indépendants, mais des indépendants qui font beaucoup de choses, un peu moins. Et en fait, la matrice, c'est que quand ça marche bien, t'es pas un génie. Quand ça marche mal, t'es pas un débile. Donc le tout, c'est de faire un métier. C'est un métier. Donc après, on dit oui, mais c'est pas pareil la fiction. Si, c'est pareil. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Donc c'est de raconter des histoires et de trouver la bonne forme et de trouver une façon qui m'intéresse déjà moi et qui ensuite pourrait intéresser. Alors par exemple là sur le négociateur, t'arrives à un projet comme ça, c'est toi qui as l'idée de base? Alors en fait, l'histoire du négociateur, donc il y a 2 ans, je me suis dit tiens, maintenant je vais peut-être faire de la fiction, alors qu'avant ça ne m'intéressait pas. J'avais la possibilité, Canal m'avait proposé de me financer des longs métrages. Moi, ça m'intéressait pas en fait.
Ah ouais, un long métrage, ça jamais. Non, C'est pas... non, mais maintenant oui, mais ça sera différent. C'est pour producteur de cinéma pour finir millionnaire, faut commencer milliardaire. Donc c'est un métier où tu es où en fait tous les mecs sont toujours en train de chercher l'argent qu'ils n'ont pas parce que tu montes ton film, le budget de ton film c'est 4 millions d'euros, je dis n'importe quoi, tu arrives à avoir le casting, tu as 3 millions d'euros, tu as réussi à avoir 3 millions de financement, il te manque 1 million, c'est pas grave, on va le faire moins cher, on réduit, bon à la fin c'est 3 500 000, allez on va prendre le risque. Mais en fait non, c'est pas possible en fait, tu peux pas prendre le risque parce que en fait ton argent tu vas le perdre, donc tu peux pas travailler sans savoir d'avance que tu vas gagner. Je parle toutes choses égales par ailleurs. Après, il y a des impondérables, des choses, n'importe quelle aventure qui font que tu vas perdre. Mais donc, voilà. Et puis la fiction, alors moi je dis ça, je suis un auteur moi-même, mais auteur, réalisateur, tout ça, je viens de là. Mais je pense que le cinéma français souffre un peu aussi de l'héritage de la nouvelle vague, qui fait où il y a une tradition d'auteur-réalisateur en France. Historiquement, les gens écrivent leurs films et puis les réalisent. Et du coup, en fait, ça donne des petits côtés merveilleux parfois par rapport à l'Amérique, et puis d'autres côtés très problématiques. C'est-à-dire que quand tu es producteur, et une fois que tu as engagé ton auteur-réalisateur, il devient quasiment invirable. Oui, c'est après. S'il veut t'emmener dans le mur en chantant... il t'emmène dans le mur en chantant. La télé, c'est plus compliqué parce que c'est ou les plateformes, c'est des choses qui sont déjà un peu plus industrialisées. Tu as des scénaristes qui écrivent, des réalisateurs qui réalisent, etc., etc. Ça a été quoi justement, tu vois, tout ce changement des nouveaux médias qui sont arrivés, donc les plateformes ou même YouTube maintenant, il y a quand même des grosses productions aussi. Comment tu vois, quels sont les problèmes que ça a amené par rapport à ton job, mais aussi quelles sont, tu vois, les choses que tu as pu en tirer de façon positive. Mais je te dis, je me répète, pardon, mais mon métier, c'est raconter des histoires. Donc, aujourd'hui, si tu vois les trucs que je fais, là, je vais dans une pièce de théâtre. À l'origine, je voulais en faire une série. Puis je me suis dit, le mode de narration que j'ai envie d'utiliser, il se prête bien au théâtre. J'avais jamais fait de pièce de théâtre de ma vie. Et je me suis dit, tiens, on va l'écrire en pièce de théâtre. Donc, c'est le bon endroit j'ai estimé que c'était le bon endroit, la bonne façon de raconter cette histoire que j'avais envie de raconter. Là, par exemple, pour la pièce de théâtre, t'es auteur ? Je suis auteur, ouais. On est, la pièce, c'est pareil, je peux vous raconter. Moi, j'avais très envie de faire un truc sur un connu inconnu. Et donc, il y a un personnage que moi, je connais, parce que mon background, mon histoire, qui m'intéressait. Et donc, ce personnage, si vous voulez qu'on parle de la pièce, donc, c'est très important de savoir que cette pièce se joue à partir du 23 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris. Avec Jacques Weber et Élodie Navarre. Et l'histoire de la pièce, je vais vous raconter un peu comment c'est fait, mais donc ce mec, François Jaunoux, mec charmant, qui a 15 ans au moment de l'entre-deux-guerres, et puis qui est dans la petite bourgeoisie moyenne suisse, et envoyé par ses parents faire ses civilités en Allemagne, et là, ça coïncide avec l'accession au pouvoir d'Hitler. Et là, il tombe amoureux d'Hitler. C'est comme une pratique, quoi. On juge pas. Non, surtout en ce moment. C'est plus une opinion. Donc il se dit, voilà, Hitler, ça sera mon grand homme. Il rentre en Suisse, il est dans les créateurs du parti nazi suisse. Mais bon, pendant la guerre, il se passe pas grand-chose pour lui, parce qu'il est en Suisse, il a un peu des contacts avec des nazis en Allemagne. Puis la guerre se termine, et là, procès de Nuremberg, où on juge tous les criminels de guerre nazis, et puis il dit, c'est pas gentil ce qu'on fait aux criminels de guerre nazis, quand même, on leur enlève tous leurs droits. Paf, il part en Argentine. Et là, il se rend compte qu'il y a un droit qui est inaliénable, c'est le droit d'auteur. Donc il devient l'agent littéraire de tous les nazis et leurs ayants droit. Donc il devient riche, parce que quand même, ça vend le nazisme, hein. Et comme il est en Suisse, il devient le banquier de tous les dictateurs des pays qui se décolonisent, donc essentiellement des pays arabes. Puis il finance le terrorisme islamiste, il finance le terrorisme d'extrême gauche en Europe. En tout cas, qui donne plein de envie de... Ouais. Voilà, bonne à connaître. C'est lui qui finance la défense de Jacques Vergès. Ah ouais, mais c'est la guerre. C'est lui qui a financé Vergès toute sa vie. Pardon, je voulais dire la défense de Vergès toute sa vie, notamment de Barbie. Oui, c'est ça, plutôt de Barbie, parce que Vergès. Et il est mort dans son lit.
Putain, et il lui est jamais rien arrivé. La belle vie. Voilà, il y a eu et donc moi la pièce que vous irez tous voir et acheter vos billets le 23, à partir du 23 janvier en ayant un code promo 0 remise. Avec le code CP, vous avez 0%. Le code CP, vous avez 20%, mais en plus. Non, mais pourquoi pas vous donner un petit code avec plaisir pour après une affiliation pour les sites de poker, une affiliation pour le théâtre. Pour le théâtre, ça serait, on est polarisé, nous. Ça serait quand même un peu chic, non? Ça serait très très chic. S'il y a quelques ventes qui se font grâce à vous, on sait on jamais. fera un super feedback d'un repas. Et donc la pièce, donc là maintenant on rentre dans la fiction. On est en 1993, au moment des accords d'Oslo, au moment où n'importe qui normalement constitué pensait que la paix allait arriver dans cette région, puisque les ennemis d'hier s'étaient serré la main. Il s'est fait construire un bunker dans une forêt suisse. Et là, il accepte, il n'a jamais donné d'interview, il accepte de donner une interview à une journaliste israélienne. Et à partir de là, il va se passer plein de choses. Okay. Et on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une histoire, dans un thriller. On est dans le silence des agneaux. Et on est dans un moment aussi où la paix était possible et on raconte l'histoire d'un ennemi de la paix, comme il peut y en avoir dans ces situations-là. Voilà, et c'est une très jolie pièce. Jacques Weber est un immense acteur. Bien sûr, alors, un acteur de théâtre incroyable. Voilà, c'est un des plus grands qu'on ait, si ce n'est le plus grand. Et Élodie est formidable aussi. Et juste, comment t'as découvert ce personnage ? Parce que il est dans le film de Barbet Schroeder sur Vergès. Il y a eu un livre décrit sur lui par Pierre Péan, qui était un grand journaliste d'investigation, qui s'appelle L'Extrémiste. Donc moi, dans mon monde, où quand j'étais au Vrai Journal, j'ai suivi... nous, notre combat, il se faisait contre l'extrême droite, etc. etc. J'ai connu son existence. Et c'est marrant, t'as souvent voulu te confronter comme ça à ces gens qui sont censés être infréquentables. C'était le cas dans Pourquoi nous déteste-t-il, où tu vas voir... Alors, c'est pas toi, c'est Lucien Jean-Baptiste qui va voir, comment il s'appelle Henri de Lesquin. Henri de Lesquin. Voilà. Moi, je vais voir quand même le mec de Rivarol. Toi, tu vas voir le mec de Rivarol qui est pas mal aussi. Il est pas mal, mais il a un côté limite drôle tellement il est... Enfin, tu sais, il a une espèce de bonhomie de... Moi, pour répondre à ta question, moi, je suis pas du tout militant. J'aime pas le militant. Pour moi, c'est des films militants, mais c'est pas un film de militants. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est vraiment possible, ça ? Mais bien sûr que c'est possible. Moi, j'ai appelé ma boîte caméra subjective parce que l'objectivité n'existe pas. Si les auditeurs écoutent cette émission de radio, chacun va y retenir avec son histoire personnelle, avec le moment où il l'a écouté, avec le moment où il se sera posé devant sa radio, avec son histoire. Il va entendre des choses différentes. Si nous, on part de cette interview et on dit « Ah, c'était bien parce qu'on a parlé de ça pour toi, de ça pour moi », on va pas dire la même chose. Le problème, c'est la malhonnêteté. Le problème, c'est pas d'être objectif, parce que l'objectivité, ça n'existe pas, mais c'est d'être honnête ou malhonnête. Si, en revanche, je sors de là et je dis « Ah, j'ai fait une interview et je dis des choses que moi, j'estime être complètement fausses consciemment », là, je serais malhonnête. Mais la subjectivité s'exerce toujours. Donc moi, quand je dis je veux pas faire un film de militant, ça se pointe exactement là. Autant j'ai envie de défendre des idées, ou j'ai envie de défendre des principes qui m'intéressent et sur lesquels je suis pas dogmatique. Donc je me laisse convaincre par les gens que je rencontre. J'essaye d'exercer mon esprit critique du mieux que je peux. Mais en revanche, je vais pas dire des trucs super sur un tel ou un tel uniquement par esprit militant. Et pour revenir sur ces mecs que t'as interviewés pour... tu parlais d'Henri de Lesquin. Quand on comme ça, on se retrouve face à des gens qui... Je sais pas comment décrire, mais en fait, qui sont un peu à l'opposé, en tout cas, de nos valeurs. Je sais pas, en fait, moi, c'était mon idée, donc j'ai dit à tout le monde, j'ai fait le film Étalon, j'ai fait le premier. Je dis voilà, quand on est en face de ces gens-là, moi, ce que je voulais, c'était qu'on se confronte, mais surtout, jamais on s'énerve pas,
on écoute les gens, on leur parle. Et on leur parle comme on parlerait à n'importe qui. Alors, c'est pas n'importe qui. Mais si tu mets 2 personnes qui s'énervent... Oui, ça fait un mur, il n'y a pas de dialogue. En fait, de toute façon, tu es devant ta télé, tu vois juste 2 personnes qui s'énervent. Puis on le voit tout le temps, donc on a l'habitude, finalement. Ouais, enfin, maintenant. Avant, c'était un peu différent. Mais donc, moi, je dis, on s'énerve pas. Et on garde une position un peu candide. Et on pose des questions. Et ce qui amène à des moments finalement où c'est la personne en face, c'est quand Lucien Jean-Baptiste il le dit même en rigolant, et qu'il dit vous êtes en gros vous êtes un bon noir, voilà, ça va, mais non, mais pas de la musique, voilà. Il dit des trucs, en fait l'autre il a juste à le regarder et sourire pour le mettre en face de un peu de ses contradictions, en fait, et de son il faut juste laisser les gens parler et voilà. En fait il n'y a pas de débat. Tu peux pas amener un débat, quoi. Tu peux pas les confronter réellement. C'est plus. Mais si, tu les confrontes. Moi, j'ai une conversation, je sais pas, je prends le truc avec le mec de Rivarol, il me dit, de toute façon, les Juifs, il dirige toute la télé. Alors moi, je lui fais la liste de tous les patrons de chaînes de télé. Il y en a pas un seul qui est juif. Mais oui, mais il contrôle les médias. Et il me dit d'ailleurs chez Havas, donc c'était pas chez Havas, chez comment ça s'appelle, chez Publicis, si on n'est pas juif, on peut pas réussir. Je dis ah bon, il se trouve que le patron de cette boîte était juif, mais bon, il est français surtout, mais bon, peu importe. Et il me dit mais qui vous a dit qu'on pouvait pas réussir si on n'était pas juif? Le Pen. Bon voilà, je veux dire, à un moment, on est quand même tributaire de ses sources et de son regard sur le monde. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ce documentaire? Il avait super bien marché. Bon, j'imagine que tu n'as pas gardé contact avec ces personnes-là particulièrement. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que par exemple, quand je pars de Rivarol, où le mec me dit des horreurs, des machins, il me fait j'espère que vous n'allez pas trop me massacrer au montage. J'ai envie de lui dire, mais. J'ai rien besoin de monter, mon gars. J'ai envie de dire, mais. Non, écoute, tu sais, après, c'est aussi la limite du journalisme, des films, ou des arts. C'est qu'à un moment, tu es quand même dans une situation où tes propos, tu as l'impression que tu as sorti un truc, et puis après, les choses restent les mêmes. Ouais. Est-ce qu'en fonction des époques, tu vois, par exemple, ça actuellement, ce serait beaucoup plus compliqué à produire, à sortir? Non, je pense pas, non, mais je pense que malheureusement, ce que je raconte dans ce film, c'est d'actualité. Il y a 8 ans, je pourrais faire le même film. Voilà, aujourd'hui, le problème, c'est pas. Il n'y a pas plus de racisme qu'avant, c'est juste la peur. En fait, les gens ont peur, sont tous dans leur communauté, entre guillemets, quelle qu'elle soit ou quelle qu'elles imaginent, se construisent en opposition les uns contre les autres. Ils sont plus violents, peut-être plus décomplexés via les réseaux notamment. Hein, oui, mais parce que les gens écoutent des gens qui écrivent et qui disent la même chose que ce qu'eux-mêmes pensent. Donc en fait, c'est pas possible. Donc il y a les gens, il y a les blancs, les noirs, les gentils, les méchants. Non, le monde, il est gris, il y a des situations qui sont plus complexes. Et aujourd'hui, on a envie d'avoir une lecture simple et on a envie de dire à tel endroit, c'est eux les méchants et c'est eux les gentils. Pas toujours. Ouais, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué que ça et le monde est plus complexe et c'est aussi un peu ce qu'on raconte dans cette pièce-là. Mais ce qui fait vendre... C'est aujourd'hui, c'est les buzz, c'est de se crier dessus, c'est justement de mettre en opposition. Ou pas. Si les gens, c'est ce qui fait vendre parce que les gens veulent du sang, veulent de l'esclandre et tout. Tu peux toujours appeler aux plus basses envies des gens et puis tu peux aussi essayer d'appeler à autre chose. Tu peux, mais en fait finalement, si tu sais que ce qui fait vendre, c'est ça. Aujourd'hui, tu mettrais une émission tu mets une émission de débat où tout le monde est d'accord et ça doit être la plus intéressante du monde. Si tu mets à côté un arabe et un juif qui s'écharpent et qui se crient dessus, c'est là où on va les regarder parce qu'en plus c'est là il va y avoir du réact. Pas forcément. Regarde, je sais pas si tu prends la télé, tu prends une émission comme C'est dans l'air. C'est pas une émission où les gens se tapent dessus, mais c'est une émission qui marche très bien. Donc et voilà, il y a des publics pour chaque chose et après c'est toi qui décides de raconter les histoires que tu as envie de raconter. Moi je fais une émission sur Public Sénat qui s'appelle Et maintenant que je produis, qui est hebdomadaire. C'est une émission un digest de l'actualité de la semaine, de l'actualité politique de la semaine. C'est vivant, mais on fait appel à l'intelligence des gens. Donc c'est pas du tout impossible, c'est de la responsabilité de chacun. Et c'est pas de se dire je vais donner de la merde parce que les gens veulent de la merde et ils aiment la merde. Ouais. Donc à toi de te battre pour faire en sorte que ce que tu racontes soit intelligent et intelligible. Il y a eu 3 saisons de Pourquoi nous déteste-t-il ? 4.
4 saisons. Ouais. La quatrième, c'était quoi sur les... J'ai fait les fractures identitaires la première année. En fait, moi, je raconte la France à travers ce film. Comme dans la série sur les addictions, je raconte la France à travers ces fractures identitaires. La première année, on a fait les Juifs, les Noirs, les Arabes, mais c'est pas des films communautaires. C'est encore moins des films communautaristes. C'est des films qui racontent, pour quelqu'un comme moi, comment on en est arrivé là. Moi, quand j'étais gosse... ça n'avait pas d'importance, ou on ne mettait pas l'importance au même endroit, que tu sois juif, noir, arabe. C'était c'était tes potes, et quand on disait ça c'était pas le sujet. Aujourd'hui, d'un seul coup, tout est chapellisé. Ensuite, on a fait les fractures sociétales, on a fait les femmes, les homosexuels, les pauvres. Ensuite, on a fait nos peurs, avec les gros, les vieux et les malades. Et en 4e saison, on a fait un peu sur des antagonismes intéressants. On a fait les banlieues, les migrants et les flics. Donc on a même fait pourquoi nous détestent-ils les flics. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand d'un seul coup, en étant à travers des histoires humaines, t'es à regard d'homme, et donc t'as pas besoin d'être flic pour rentrer en empathie avec les flics, et t'as pas besoin d'être migrant pour rentrer en empathie avec les flics. Et en fait, cette série, elle vise à montrer qu'il ne faut pas essentialiser les gens. Donc les gens ne se réduisent pas au fait d'être juifs, d'être flics, d'être joueurs de poker. Donc ça te caractérise, mais ça ne te définit pas. Il va y avoir saison 5. Pourquoi nous détestent-ils les joueurs de poker, les joueurs d'MTT? Pourquoi nous détestent-ils? Moi, j'ai plein de raisons de dire, de trouver. Non, mais voilà. Et donc là, je fais une série qui est dans le même mode de narration, c'est-à-dire ce sont des films incarnés à la première personne, et sur les addictions. Donc là aussi, je trouve que c'est une façon intéressante de chercher une nouvelle façon de raconter la société française. Et donc cette série Demain j'arrête, qui est disponible sur Canal+ et sur MyCanal, le principe, je suis parti avec les 4 premières addictions légales. Donc on a fait l'alcool, le tabac, le sucre et le jeu. Un truc que vous connaissez bien ici, même si je suis sûr que vous êtes tous polyaddicts, le jeu. Et donc, et à chaque fois présenté par quelqu'un différent. Par quelqu'un qui a souffert, ou en tout cas qui a vécu de façon plus ou moins importante. Pour le jeu, c'est donc Philippe Lelouch. Tout à fait. C'est un copain à toi? Non, je le connaissais pas plus que ça. On s'était croisés, mais je le connaissais pas plus que ça. Et je savais qu'il avait. J'ai commencé à regarder qui. C'est difficile. Comment tu fais pour trouver un addict au jeu, du coup? Et le faire aussi accepter. T'as passé 260 coups de fil encore? Je sais oublié, mais j'en ai passé un certain nombre. Ouais. Mais voilà, en fait, la série, elle part de celui qui incarne le film sur l'alcool, qui s'appelle Christophe Tison, qui est un mec que je connais depuis 20 ans, qui lui a été très loin, très 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 loin. Donc c'est un romancier de talent. Il avait fait plein de livres à succès. Il est au Prix de Flore et il était journaliste à Canal. Et un jour, je le croise, il y a 20 ans, dans les couloirs d'ITélé. Et je me dis, la prochaine fois que je le verrai, il sera mort. Tellement il était ravagé. Et puis 2 ans après, je le croise en vacances. Et il avait perdu 40 kilos, plus rien. Et il avait arrêté l'alcool. Et je lui dis, mais comment t'as fait? T'es à quoi de replonger? Et il me dit, un verre. Ouais. Donc, en fait, je m'étais dit que je raconterais son histoire, alors qu'elle est un peu... Donc évidemment, c'est un parcours assez touchant. Et puis en même temps, c'est une enquête sur le rapport des Français à l'alcool. Et à partir de là, je me suis dit, non, mais par nature, tiens, ça va être une façon intéressante de raconter la société française. Et donc j'ai fait le tabac. Là, en l'occurrence, c'est Marie-Agnès Gillot, la grande danseuse étoile, qui l'incarne. Danseuse étoile, c'est sportive de très haut niveau. Et grosse fumeuse. On l'associe pas avec la cigarette, clairement. Fume 3 paquets par jour. Mais Marco Verratti, visiblement, il fumait aussi. Je dis visiblement. En soirée, il fumait beaucoup. En tout cas, il était connu pour ça. Le mec avait 3 poumons. Voilà, on a fait le sucre avec Enora Malagré, qui te disait, j'ai réussi à arrêter la cocaïne, mais le sucre, j'ai jamais réussi. Et on a fait le jeu avec Philippe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les films, c'est pas forcément des gens à des degrés d'addiction dramatiques. Oui, Philippe Lelouch, il raconte
En fait, Alors, Philippe, il est un peu dans le déni. Et un peu dans le déni. Voilà, vous connaissez bien. Moi, non, hein, franchement, non. et quand il met les billets dans la machine. En même temps, c'est ce qui le rend très touchant dans le film, c'est que à chaque fois qu'il dit moi pas du tout, il y a comme quelqu'un pour lui dire. Enfin, je sais pas si vous avez vu la séquence avec Philippe Curat. Attends, Philippe Curat, c'est l'acteur au début. On est au. Ah si, avec le mec celui de Caméra Café. Voilà, c'est le mec de Caméra Café. Qui voit à Monaco là. Voilà. Qui taxe de 200 balles. C'est des histoires d'addicts. C'est des histoires de toxicos. Ah oui. Et il parle de ça justement. Il dit, tu te rends compte qu'on dirait deux addicts au crack, ça aurait été du crack ou. Ça aurait été pareil, quoi. Mais moi, c'est pour ça que je suis content. J'en ai parlé aussi. J'ai été sur RMC l'autre jour en parler. Je suis ravi d'en parler ici à ce micro parce que il n'y a pas un joueur de poker qui n'est pas addict au poker. Ça n'existe pas. Après, il y a l'addiction. Il y a 11 critères de l'addiction. Donc je prends le poker parce que c'est notre sujet ici, mais ça peut se porter sur plein d'autres choses. Et encore une fois, il y a souvent des polyaddictions. Et quand on dit l'addiction, je ne dis pas ça en criminalisant le fait d'être addict. C'est qu'il y a 11 critères de l'addiction. Si vous en remplissez 2 ou 3, vous avez une addiction légère. Si vous êtes entre 3 et 5, elle est modérée. Et au-dessus de 6, elle est sévère. Et même dans le sévère, il y a encore des paliers. Il y a encore des paliers et des degrés. Pourquoi je dis ça ? Et je pense que c'est important de dire ça à votre micro, où il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui sont... ce jeu qui nous passionne tous, qui est le poker, sinon on ne serait pas là. Moi, j'ai commencé à jouer au poker, j'avais 33 ans, vie faite, carrière faite. Donc même si, et c'est une réalité, comme dans le sport de haut niveau, le travail... l'entraînement, peut essayer de t'emmener vers l'excellence du poker. C'est quelque chose de très addictif, de très prenant, à minima chronophage, et au pire, qui peut être au-delà d'aliénant. Et justement, là où ça devient un problème, et c'est ce qu'on raconte sur l'addiction, d'abord, on n'est pas égaux face à l'addiction. On l'a tous connu ici, les mecs qui jouent jusqu'à ce qu'ils vident leur carte bleue et qu'il n'y en ait plus. Et donc, en fait, pour se rassurer, on se dira, oui, mais eux, ils l'auraient fait avec n'importe quoi d'autre. Là, en l'occurrence, c'est le poker. Et c'est vrai. Mais le jeu, le produit existe. Le produit, là, en l'occurrence, le jeu, agit sur nos connexions neuronales. Donc moi, j'ai commencé à 33 ans. Plus tu commences tôt une addiction, plus elle a de chances de t'aliéner et de te dominer. Moi, je suis clairement addict au poker. Après, j'ai fait une petite carrière, j'ai pas raté un rendez-vous professionnel. On peut toujours dire des choses qui alimentent le déni, qui est une des premières formes de l'addiction. Mais tu vois, tu parles de l'addiction. Tu dis qu'on est tous addicts. Nous, on côtoie beaucoup de joueurs professionnels dont c'est le métier. Et c'est un problème de définition. Tu sais, la plupart des œnologues sont addicts à l'alcool. Oui, mais et pourtant, ils sont des professionnels. Oui, mais en fait, je suis professionnel de foot, je suis addict au foot, en fait. Mais l'addiction au sport, elle existe. Ce que je veux dire, c'est que la frontière entre passion et addiction, c'est un problème de... Comme moi, quand je dis addict, ça n'a pas la connotation négative que l'on peut... On est tous addicts et on a besoin d'addiction pour vivre. On a besoin, puisque ça aide, ça crée des soupapes, ce sont des choses, des passions, des addictions qui aident à vivre. Le fait est que les jeux d'argent, comme les jeux vidéo, comme plein d'autres choses, génèrent des comportements addictifs. Mais à partir du moment où nous, on avait déjà fait notamment une émission spéciale addiction, et on avait reçu d'ailleurs, je le salue, je ne me rappelle plus son prénom, qu'on avait reçu. En tout cas, on l'avait reçu. Non, mais je préfère le garder pour moi. Voilà. Et en fait, on avait fait des tests avant l'émission pour savoir. Et ben ça, on le raconte. Il y a le test. Alors nous, c'était pas exactement, c'était lié à l'éducation. C'était sur la NJ, non? Ouais, t'avais la NJ, il y en avait un autre. Et à partir du moment finalement où on est professionnel, on est forcément le niveau le plus élevé parce que déjà on joue quotidiennement, on joue forcément aussi les grosses sommes, etc. Et d'ailleurs dans le doc, à un moment, la spécialiste elle en parle et elle dit en fait ça dépend comment vous la gérez votre addiction. Mais on dit la même chose. Ou je m'exprime mal mais ce que je veux dire c'est que juste en parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le jeu, qu'il ne faut pas jouer. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'on n'est pas égaux face à ça et que
voilà, ce jeu qu'on aime tous tant génère. Voilà, tu regardes des champions et la différence, c'est que quand tu regardes Anelka jouer au foot ou Zidane ou Benzema ou Mbappé, tu te dis pas, tiens, t'as pas la possibilité de jouer contre lui ou la Coupe du Monde. Le poker te permet ça. N'importe quelle personne qui arrive à avoir suffisamment d'argent peut jouer un tournoi avec les meilleurs joueurs du monde. Tu peux jouer les championnats du monde. Si moi je veux aller jouer Roland Garros, je peux pas. Si je veux jouer la Coupe du Monde de foot, je peux pas. Même en passant 260 coups de fil. En 260 coups de fil, peut-être j'arriverai à avoir une très bonne place en tribune. À 5 poignées de main de toute personne. Hein, donc voilà. C'est possible. Hein. Mais je veux dire, tu es déjà limité physiquement. Tu le sais, tu n'es pas en capacité. Donc le poker peut donner l'illusion à tout un chacun et puis n'importe qui peut battre un champion du monde. Tu disais au tout début que plus une addiction, plus on avait ça. Ça c'est documenté, hein, c'est pas moi qui plus c'était fort. C'est quoi? C'est lié au fait qu'on a une décharge d'adrénaline qui est encore plus puissante quand on est jeune ou c'est juste que plus tu commences tôt, plus tu es exposé à l'addiction et plus tu vis avec, plus elle se renforce. Ouais. Moi j'ai commencé ce jeu et je me considère comme addict. Et j'en suis ravi, hein. Encore une fois, je le dis pas. J'avais 33 ans ou 34 ans, je sais plus. C'est tard finalement. Carrière faite, vie faite. Donc après, il y a toujours des gens qui peuvent sombrer, je sais pas quoi. Mais donc en fait, c'est pas pareil. Donc j'ai un métier, j'ai une vie, j'ai des choses qui structurent ma vie. Et quand tu as 17-18 ans et que tu commences le poker et que tu n'as rien d'autre, tu peux vivre dans l'illusion ou en faire ton rêve, en faire ta réalité, que tu vas en faire un métier. Mais comme beaucoup de choses, le problème, il y aura peu d'appelés, enfin il y aura peu d'élus. Il y aura peu d'élus. Et encore une fois, il n'est pas question de décourager tous ceux qui en ont envie, qui vivent leur rêve et qui ont envie d'en faire leur métier. Mais c'est juste, pour finir, pardon, que voilà, en tout cas, et après je reviendrai sur les docs eux-mêmes. Mais je trouve ça intéressant de dire à votre micro, encore une fois, je pars demain à Las Vegas, hein, donc je peux pas être plus. C'est plus intéressant, je trouve, de l'entendre de ma voix que de quelqu'un qui ne partage pas cette passion. Tu connais le milieu, donc. Non seulement je connais le milieu, et voilà, et j'essaye de ne pas être dans le déni par rapport à ma propre addiction. Et je trouve que la performance, le fait d'être un professionnel génère d'énormes comportements de déni. Je te dis pas que le joueur professionnel moyen de poker, bon, j'ai moyen pas niveau, mais évidemment se considérera pas comme un joueur par rapport à ne serait-ce que Philippe. Et il le dit, Philippe, il a envie de jouer. Il a pas envie de jouer au poker, il a envie de jouer. Oui, c'est un vrai gamblard. Ouais, il a envie de gambler. Il a envie d'avoir des sensations. Il a envie d'avoir 8 et 4, d'avoir un flop. Et s'il y a une carte à tirer et jouer son tapis, il aura envie de jouer son tapis. Et on le remercie d'ailleurs. On le remercie. Et il enrichira parfois, la plupart du temps, des gens comme nous. Et puis de temps en temps, ça fera des histoires. Ça fera une histoire. Il veut que le siège de la machine à sous, il vibre. Voilà. Il est content. Mais même si par rapport à un mec qui, on oublie Philippe, mais qui peut pas aller à Monaco avec sa carte bleue parce qu'il ne se fait pas, parce qu'il sait que sinon il restera rien. Et ben même dans chacun à nos niveaux différents respectifs, il y a une aliénation qui existe et il faut juste savoir qu'elle existe et ne pas croire qu'on est plus fort que l'addiction. Toi qui côtoie les cercles aussi depuis un certain temps, t'as rencontré comme ça t'as eu ou des anecdotes de mecs que t'as vu genre péter des plombs et genre tout perdre ou des choses comme ça, des comportements un peu. Mais enfin si j'en ai vu, enfin péter des plombs machin, non pas vraiment, mais tu vois parfois dans les cercles et eux-mêmes en sont conscients. Parfois tu vois des gens. Voilà, moi je me rappellerai toute ma vie, une des premières fois que j'ai joué en cash game. Moi, comment je suis arrivé au poker? Je jouais à aucun jeu, et je continue d'ailleurs, par ailleurs, je n'ai jamais mis une pièce sur autre chose que du poker depuis 2007 où je joue au poker. Jamais. Donc, Tu as Vegas, tu n'as pas joué au craps, rien du tout. Parfois, je leur lance les dés.
Mais je mets pas Ok. Je le comprends tellement. Mais mais c'est pas parce que je suis mieux que les autres ou moins C'est que ça addict. t'amuse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les 3 fois dans ma vie où j'étais à côté de Bruce et j'ai joué au Ultimate ou je sais pas quoi là, au Ah, truc avec le Ultimate. jackpot là. Ah, de non. poker, non, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, l'Ultimate. T'es à tapis Ultimate. contre la banque. Voilà. Ultimate, ouais. Mais c'est un tel ennui, Ah, alors non, abyssal. c'est faux. Abyssal. Et Nico, c'est le truc le plus rapproché. Non, mais c'est le truc Ouais. le plus je dis c'est un ennui pour moi. Et pour Je toi. ne dis pas que c'est Ah ouais. ennuyeux. Parce que n'importe qui d'autre te dire être là, attendre des mains, machin, c'est ennuyeux. Enfin voilà, le temps que tu peux passer à une table de poker pour quelqu'un qui prend juste un demi-centimètre de recul, Ouais. ça n'a aucun Vous sens. passez votre journée à folder en fait. Voilà, et puis alors quand tu pars faire des championnats, quand tu vas faire les WSOP et pour faire 5 tournois pour te retrouver, pour sortir, tu vois, te prendre droite, gauche, des coups dans la gueule, pour la fois où ça se passe bien et où la fois où ça se passe très bien, et tu finis deuxième et t'es quand même déçu. Je veux dire, voilà. Elle passe la Ouais. passe la déception. On aime Très souffrir vite. quand on joue les tournois. Elle, Faut elle aimer passe très souffrir. vite. Elle passe très vite. Mais moi, Quoique ça dépend. On a eu Michel Lebgorin la semaine dernière. Je pense que Elle passera que quand il l'aura. Elle passera. Elle met du temps à passer quand même. Mais ouais, donc t'es mais parce que tout dépend aussi de l'implication que tu mets dedans. émotionnel, tu veux dire. Émotionnel. Moi, ce qui m'intéresse, moi, quand je joue, j'ai relativement peu d'émotions. Je dis relativement, hein, parce que évidemment, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance. C'est pour ça que tu joues pas trop en cash game. Je joue un peu en cash game, si. D'ailleurs, à chaque fois que je joue, j'ai joué un peu des périodes longues en ligne, en PLO. Je me suis toujours fait défoncer. Alors qu'en live, je m'en sors très bien, mais en online, je m'en sors pas. Déjà, en général, il y a un gap de Ah, le niveau. niveau est pas. Ouais, mais c'est un mélange de plein de choses. Il y a un gap de niveau et pas que. Mais C'est quoi que t'es pas concentré, t'es pas dedans online. Ça va t'es vite, moins- c'est- non, je pense que tu joues tellement. En fait, si les niveaux de buy-in que je joue, évidemment, les mecs sont meilleurs que moi. Et puis ils jouent un autre jeu. En fait, tu joues short-ended. Bon, alors après, on passera le fait qu'il y a quand même en ligne, en short-ended sur les gros buy-in. Encore une fois, je ne me cache pas derrière ça, mais il y a quand même beaucoup de collusions. Hein. Non, il y a beaucoup de collusions. Et je veux dire, il y a des collusions avérées, simples, et je te parle même pas des spin and go et des machins, où là, c'est des cartels. Je ne mets pas les pieds là-dedans. Voilà. Donc, voilà, il y en a, mais encore une fois, d'abord et avant tout, c'est le niveau qui est meilleur, et c'est un autre jeu. Et Mais c'est sûr qu'après, voilà. si tu joues une Tu PLO 1K, tu joues une PLO 1000 online, une PLO 1000 en live, alors là, tu pourrais enlever 2-0 que. Voilà. Enfin, tu vois. L'amplitude n'est pas du tout la même. Bah après aussi, vu que tu as un gap de niveau entre les deux et que online tu joues 10 fois plus de mains, forcément il y a une, Bah, il y a une tout grosse est exponentiel. différence, hein. Donc, moi, j'aime. Mais en fait, quand je joue, quand je gagne, je m'en fous. Et quand je perds, ça m'énerve. Ouais, c'est En normal. cash game. Donc tu joues, faut pas. Alors qu'en tournoi, je gagne, je perds. Tu t'en fous quand même. Je suis dans. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un endroit cohérent. Tournoi, tu vas aller jouer un peu PLO aussi, ça t'amuse ou que NL? Non, j'adore. Ouais, Le tournoi de je joue PLO, beaucoup c'est sur ma juste qu'il n'y en a pas. Pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est tout. Mais en ligne, à un moment, j'en ai joué pas mal et ça se passe plutôt bien. Et même PLO. en live, le rare tournoi que j'ai fait, je crois, j'ai fini deuxième d'un 5000 à Monaco en PLO. Pour un an en PLO, je me débrouille pas trop mal, particulièrement en tournoi. 4, 5, 6 Non, 4-5 maximum. 6. Ouais. 6, t'as essayé 7, ça existe, non 3 fois. Après, il n'y a plus de cartes au moment. Je sais plus, non Non, Non. 6. Non, mais 6, moi, ça m'intéresse pas. Mais encore une fois, parce que ce n'est pas mon métier. Donc, l'OMA 5, déjà, c'est un jeu où il faudrait jouer avec 3 jeux, pas avec 2 jeux. Et c'est un jeu qui se joue nuts, sauf si vraiment, enfin voilà, tu es très très deep et puis tu as les bons profils de joueurs pour réussir à faire passer. En général, ça va pas trop ensemble, hein, quand même. Mais en général, les joueurs de PLO 5 cartes, ils veulent voir flop, turn, river. Donc, quand tu joues nuts, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer. Ouais, donc pour refaire un petit parallèle avec la télé, t'as participé ou pas du tout à l'époque du World Poker Tour avec Patrick Bruel? Pas du tout. Pas du tout. Et là, moi, pas du tout. Et il se trouve qu'on est très amis. Et c'est lui qui nous m'a fait. Enfin, à l'époque, on n'était pas aussi amis.
Mais je pense que c'est lui qui m'a fait jouer comme beaucoup de gens. C'est-à-dire nous, que cette émission, elle a démocratisé le poker en France. L'industrie du poker doit tout à Patrick Bruel en France. C'est pas après. Maintenant le Covid, c'était la nouvelle génération, c'est le Covid. Ouais, mais bon, ça. Et est-ce qu'ils sont restés les joueurs Covid? C'est assez fou. Nous maintenant, dès qu'on reçoit tous ceux contre 20-25 qui viennent ici, ils ont commencé au Covid. C'est au Covid. Alors qu'avant. C'était Patrick Bruel tout le temps. Ouais, c'est ça. Le Covid, c'est quand même donné une affiliation gratuite à tous les sites de poker en ligne, quoi. Ça a été la campagne de com la plus lucrative de l'histoire du online. Et c'est surtout qu'on oublie, mais il y a eu une période où il n'y avait plus de paris sportifs. Oui, une période où il n'y avait plus rien. Et comme les Français veulent gamble, et ben ils sont allés. Et donc en plus, il y a des mecs qui sont mis au poker. Bien sûr. Ça a fait un deuxième poker boom de mauvais joueurs. Il y a ceux qui sont revenus, beaucoup aussi. Et alors c'est marrant parce qu'il y a quand même eu aussi un poker boom de très 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 bons joueurs. Notamment, on avait reçu Emilien Pitavi qui fait. Oui. Je pense à lui il y a quelques semaines. Des mecs qui aujourd'hui ont explosé, font partie des meilleurs français. En 3-4 ans. Ils ont appris pendant le Covid. Ça te met un bon coup derrière la tête. Et produire une émission de poker, tu crois que c'est possible encore aujourd'hui? Moi, j'ai un truc que j'essaye de mener depuis un moment et que pour l'instant que je n'arrive pas à monter, alors que j'ai tous les accords, mais j'arrive pas à trouver le diffuseur. Moi, il y a un truc en particulier que je vais faire. Nous rêver, parce que franchement, on a envie. C'est la seule émission intéressante à faire. Et pour l'instant, moi, je me suis positionné auprès des opérateurs français internationaux. Donc, si ça se fait, ça se fera avec moi. Et c'est quoi? Je vais faire le Formula One du poker. Ah ouais, Drive to Survive, quoi. Drive to Survive avec du super high roller. Il y a tellement le potentiel, Et donc je me bagarre là-dessus, mais ça fait 2 ans que j'essaye de. Donc moi j'ai l'accord des opérateurs, de tout le monde, de Greg Chauchon, du SOP, du WPT, de l'EPT. Mais mon problème c'est le diffuseur. Donc pour l'instant j'ai le diffuseur. Là, je commence à me rapprocher du truc. C'est-à-dire que j'ai le diffuseur, il faudrait que les opérateurs me suivent financièrement. C'est quoi la différence entre opérateur et diffuseur? Non, je dis les opérateurs du poker. Okay. C'est-à-dire que si je ne fais financer aujourd'hui que par les plateformes ou les chaînes, pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc, mais je commence à avoir la possibilité de très gros opérateurs de venir dans cette histoire, mais il va falloir que j'en discute plus avec des opérateurs de poker pour voir si eux ont intérêt pour faire parler du poker, à me suivre dans une aventure comme celle-là. En gros, ta vision, c'est comme Formula One. Dans l'idée, serait de suivre plusieurs joueurs sur un an, sur une durée. Exactement. Il veut pas trop en parler. Non, mais j'en ai déjà dit beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, je travaille à ça. Et si j'y arrive, je pense que là, tout le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Donc moi, le seul. Quand tu parles de tout le reste, pas de fiction, quoi. Non, mais je veux dire, la fiction en général, c'est. En fait, la fiction, on va arriver sur. Il y a forcément du cliché. Ouais, c'est ça qui est dommage. Non, mais oui, mais enfin bon, quand tu fais Rounders, tu peux te dire que c'est des clichés et c'est un super film. Donc après, si c'est bien, c'est bien. Donc il n'y a pas de. Mais la fiction, peut-être. Mais moi, jusqu'à présent, les émissions, les magazines ou les documentaires, je trouvais pas ça intéressant. Et je parle même pas. Des podcasts, c'est pire. Ouais, non, mais après, faut bien que des gens vivent, faut les aider. C'est gentil. Voilà, merci beaucoup. Ils se nourrissent de bonbons. Nous, on peut t'aider pour la production. Périmés en plus. Pour la production, on peut te donner 50 € chacun ou à deux. Non. La semaine dernière. Non, mais voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'essaierai de monter. Et avant ça, il faut aussi se dire que le poker, moi, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est le canoë-kayak, quoi. C'est-à-dire que ça intéresse, ça nous intéresse, on est passionnés. On a la tête dedans. Mais les gens, voilà. Après, la différence avec le canoë-kayak, c'est que dès qu'il y a de l'argent et que on peut gagner beaucoup d'argent, ça intéresse les gens. Les gens, ils rêvent parce qu'il y a de l'argent à gagner. Bon, s'ils comprennent pas les règles et s'ils voient des mecs machin et si au bout d'un moment ça les saoule. Oui, après les règles du canoë-kayak, tout comme les règles du hold'em, elles sont assez simples. Ouais, mais il faut que tu t'y intéresses. Faut que tu comprennes que le mec fait un minimum. Se fait un minimum. Donc quand tu regardes la télé, Patrick, ça a marché parce que d'abord c'était la Ligue des champions du poker que tu voyais avec le WPT à l'époque. Évidemment aujourd'hui ça nous paraît de la préhistoire, mais bien sûr. Mais à l'époque c'était ce qu'il y a de mieux. Et puis c'est Patrick qui te rend n'importe quoi intéressant. Et c'est assez simple. Patrick il te parle de cette canette. Personne t'en a jamais parlé comme ça. Il vulgarisait le truc. Alors après.
toujours pareil, c'est sujet à moquerie, à machin. Mais il le rendait passionnant. Et si ça avait commencé avec même les WSOP qu'on adorait, les films séquencés, si ça avait été raconté par plein de gens super que j'adore dans cette industrie, ça n'aurait pas dépassé l'industrie. Donc il faut des accélérateurs. Je veux dire, quand tu vois aujourd'hui un autre truc qui me plaît, moi, le paddle tennis, le tennis, ça existe depuis toujours. Ça fait 30 ans que ça existe. Mhm. Et il y a eu plein... Et puis aujourd'hui, ça explose. Et si ça explose, c'est que d'un seul coup, les conditions... Enfin voilà, on a su trouver une bonne façon de présenter les choses au public. Comme la F1 qui est revenue à fond grâce à Formula 1. La F1, encore une fois, c'est revenu avec Formula 1 sans les Grands Prix. Et moi, si je faisais ce truc-là, le poker, entre guillemets, c'est 15% de la série. Ah oui, bah oui, tu veux pas montrer que du poker. Sinon, tu regardes un stream. Les coups. Non, c'est chiant, les coups. Non, c'est chiant. Mais chiant, moi, aujourd'hui, je ne suis plus capable de regarder une partie de poker avec la même. Ça ne m'intéresse pas. Ça te passionne plus. Ça ne passionne pas. Enfin voilà, comme ce n'est pas mon métier, ça met du leak dans mon jeu parce qu'il y a quand même, tu vois, j'ai encore des failles des choses à prendre du fait que je n'optimise pas ce que je peux faire parce que ce n'est pas mon métier, même si je suis passionné, même si je joue beaucoup, même si et que voilà, que je m'intéresse. Mais après, pour regarder du poker jouer, il faut vraiment que ce soit une partie de très bons joueurs où j'ai vraiment, tu vois, dans un tuto, des choses vraiment au-dessus. Genre le $500 000 des Tritons, là, t'aurais pu regarder si ça avait été commenté parce qu'il y avait les meilleurs du monde. J'ai pas le temps. Mais si c'est long à regarder du poker. Hein, c'est très long à regarder du poker en ligne. Mais si j'avais le temps, je regarderais des parties comme ça, ou alors commenté par quelqu'un qui rendrait très intéressant. Aujourd'hui, le poker, ça prend quelle place dans ta vie? Tu joues quelle fréquence? Je peux jouer tous les jours. Ça peut m'arriver de jouer tous les jours. En club plutôt ou online? Non, online. Online, ça va être Late Reg, le high roller de Winamax, quoi. Et puis une session plus importante le dimanche. Ok. Donc, voilà. Et après, vraiment addict quand même. Vraiment addict quand même. Mais je l'ai dit. Mais je late leg reg pas parce que je veux pas, parce que je n'ai pas le temps. Donc en fait, je préfère jouer un poker à 25 blindes ou à 20 blindes parce que dans ma journée, et ça va être alors c'est pas la façon optimum de jouer un tournoi de MTT, mais c'est pas horrible non plus en six-handed, c'est pas une strat, il y a des sur ces fields-là, c'est pas horrible du tout. Voilà, faut juste accepter peut-être de jouer une main ou deux moins. Donc c'est juste ça qu'il faut accepter quand tu mets ton argent, alors que beaucoup de joueurs parfois ont l'impression, notamment beaucoup de joueurs récréatifs, qu'il faut qu'ils en aient pour leur argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Mais après, je dois faire entre guillemets une cote mal taillée entre mon envie de jouer, de bien jouer, et puis le temps que je peux y consacrer. Tu pars demain donc après-demain, ouais. Après-demain, c'est quoi le tournoi là-bas, Vegas? C'est le WPT. C'est le Bellagio? Celui du Win. Du Win, ouais. Du Win, c'est un $10 000. C'est un $10 000. Ça fait partie de tes. Tu l'avais joué l'année dernière aussi? Je l'ai joué les 2 dernières années. L'année dernière, je m'étais qualifié sur Winamax parce que moi, j'étais quand même un serial qualifieur. Je me souviens de ça. Je crois que je suis un des plus gros gagnants du point FR, mais de très loin. Sur le main event, tu t'étais qualifié plusieurs fois, ouais. Les EPT, j'ai pas payé un buy-in de main event pendant je sais pas combien de temps en fait. Et donc celui-là, je l'ai fait par hasard parce que je l'ai gagné. J'ai vu un satellite, je l'ai lancé, je l'ai gagné. C'était un 500 pour un 10 000 plus la chambre, plus le machin, plus l'avion. Et l'année d'après, ils l'ont pas fait. L'année d'après, ils ont fait des expressos. Donc ça, je l'ai pas fait. Ils ont fait des expressos pour gagner ce truc-là. Et là, cette année, en fait, j'y retourne. J'y vais avec Patrick, qui sera là-bas aussi. Et on va faire une semaine en espérant faire parler de nous. Et voilà, la première année, j'avais dû finir 200e. J'avais été assez loin, mais toujours pas assez loin pour que ça soit intéressant, mais bon, suffisamment pour vibrer un peu. Et puis surtout, la première année, la deuxième année, c'était plus le cas. Je me demande ce que ça va être cette année. La première année, je suis arrivé, donc c'est quand même un 10 000
Alors, t'es pas aussi deep qu'au main, mais t'es quand même super deep. Et je me suis dit, dans 1 heure, j'ai doublé ou j'ai sauté. Parce que les sizing étaient tellement... C'était que des gros pêchons. C'était n'importe quoi. J'ai une table, il y avait pas... Ça jouait comme en 1987. Au bout de 2 heures, j'avais 3 buy-in. 3 buy-in dans un 10K, ça n'existe pas. J'ai jamais eu des tables comme ça. Alors j'aurais pu sauter. Je suis parti à tapis avec 2 rois. J'étais pas content de partir à tapis avec 2 rois dans un tournoi comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Le mec avait As-Roi. Bon, évidemment, il a tout mis. Et j'ai réussi à pas prendre le 30% dans la gueule. Et puis après, je suis monté à 4 buy-in. Mais genre à la deuxième pause. Et j'ai joué un pot pour 7 buy-in. Ah oui. J'ai joué un pot là avec une bonne règle locale, asiate, de cash game, Vegas, tu vois, rien de fou. Et comme c'est un tournoi re-entry, et c'était le premier jour, elle a pris un spot. Katie, c'est pas Katie? Je sais pas, c'était une asiate. Ouais, une jolie fille. Voilà. Et c'était chaud, quoi. Bah, j'ai joué un coup où j'ai top 7 au flop et où elle me. Un pot 3 bêtes où elle a 3 buy-in et moi j'en ai 4. Donc déjà, si tu veux, il est 16h. Hein, tu vois, je veux dire, ça n'existe pas. Et t'as top 7, la vie est belle. Et j'ai top 7 et je me fais relancer. Bonheur. Et je surrelance. Mais très cher. Hein, elle paye et au flop, en fait, et à la turn, je me retrouve à jouer un pot de size bet à tapis. En fait, je la mets à tapis avec brelan max. Moi au début je suis sûr qu'elle a il y a valet dame au flop, valet dame 4 et moi j'ai brelan de dame. Donc, je pense qu'elle a 2 valets. Je pense qu'elle a 2 valets et que vraiment elle est dead quoi. Et en fait elle a un combo draw roi 10 et l'équerre, roi 10 et elle a, non elle a gutshot au flop. Elle a gutshot et flush, gutshot et flush. Elle t'a 3 bêtes donc elle devait avoir As-Roi, non? Non, elle a Roi 9. Sur Dame Valet. Peut-être, ouais, non, je sais plus. Ouais, peut-être, je sais plus. Je me souviens plus du coup, mais dans mon souvenir, elle a gutshot et flush draw, et à la turn, elle a open-ended. Okay. Donc elle a open-ended et flush draw. C'est trop agréable ça. Mais donc dodge tout le paquet quoi. Ouais, mais à la turn. Elle avait As-10 de cœur et ça vient 9 turn. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et donc, moi, si je sais qu'elle a sa main, je suis content qu'elle fold, même si je suis. Oui, je l'ai fait fold 35% de je suis quand même huge favorite parce qu'on est à la turn. Toujours content quand ça fold. Mais, même si elle a 2 valets, mais surtout s'il y a déjà 4 valets, j'ai envie qu'elle. Un out. Et en fait, vu l'action, je pense pas, parce qu'à là, à ce moment-là, il n'y a pas open-ended et à moins que ça soit dame. Non, le flop, ça devait être dame 10. Je pense qu'elle a brelan 10, c'est ça. Donc, bref, peu importe. Et donc, je perds ce coup et je redescends à un buy-in. J'ai quand même. Et l'année d'après, là, pour le coup, j'étais card dead. Mais là, j'ai plus du tout les mêmes tables. Entre-temps, il y a eu la garantie. Tous les sharks. Les règles sont venues. Les règles qui sont venues. Bah, moi, j'ai joué. J'ai joué avec Foxen, là, ça n'avait plus rien à voir. J'avais Morman à ma gauche. J'avais une table au D2 où c'était une table finale de PT, ouais. de Triton. De Triton, ouais. Avec tous les top regs américains et 2 top regs anglais, mais ceux qui jouent les super hero rollers. Bon, tout ça évidemment pour perdre un 70-30, hein, mais sinon c'est pas drôle. Mais ça n'avait plus rien à voir. Et là, cette année, je me demande ce que ça va être, puisque vu que les WSOP les ont quand même il y a le Paradise, bien, et vu qu'ils sont mis en même temps. Mais c'était pas déjà le cas l'année dernière? Non, c'était à cheval. L'année dernière, il y avait les Bahamas en même temps que. Non, mais c'était un peu. L'année dernière, c'était jusqu'à les 2 années, c'était en même temps que le PT. Donc en gros, où tu faisais le PT, où tu faisais. Eux, ils sont rajoutés, mais pas aux mêmes dates. Et là, ils sont mis en face. Ils étaient beaucoup plus tôt, je crois, pour pouvoir permettre aux gens de faire les deux. C'est WSOP, c'est ça? Ouais, GG, donc ils se mettent en face, ils s'en foutent. Voilà, ils se mettent en face, ils s'en foutent, et puis ils ont qualifié 10 millions de joueurs pour je crois que c'est vraiment spectaculaire. Pour le 25 000, ils ont dû en qualifier genre 500. Et puis ils ont mis les tritons au milieu en même temps. Donc, mais ils sont positionnés plus cher, etc. Peut-être que... Mais bon, moi là, ça va être l'occasion de couper une semaine. Puis je vais pas pouvoir couper du tout, mais...
C'est quoi ton petit spot quand tu vas à Vegas? Alors, c'est quoi ton petit spot resto préféré? C'est forcément, tu y vas depuis des années. T'as ton petit spot resto. Moi, c'est définitivement l'hôtel, c'est l'Encore et le Wynn, en fait. Mais même si je vais jouer les WSOP, je n'irai plus jamais ailleurs. En fait, c'est le seul endroit où je me sens, où j'ai pas envie de partir au bout de 5 jours. Ok. Parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il n'y a pas trop de bruit, parce que c'est agréable. Et voilà, ils ont des poker deals qui sont très corrects. Alors que l'année d'avant, j'étais allé au World Series au Paris et je suis parti. J'ai sauté du main. Je suis venu pour jouer le main. J'avais prévu de rester une dizaine de jours et machin. J'ai sauté du main. Et t'as sauté. Et je suis reparti parce que t'en pouvais plus. Là, vraiment, c'est vraiment le Vegas. Tu vois, enfin, t'es dans le noir. C'est vraiment super agressif. Tu vois, les joueurs. Un flux de joueurs, machin. Jamais, quoi, tu déconnectes pas, quoi. Et à l'Encore, ça va, il y a de la lumière, c'est assez agréable. Donc, ils ont construit la plage, non? Il y a pas il devait faire moi, je vais pas trop dans les trucs, mais il y a une piscine qui est très chouette. Tu vas pas à la piscine? Si, à la piscine. Je vais à la piscine, mais je vais pas. Il y a des pool parties et machin, etc. Tu fais pas de pool party? Non. Non, tu sais, je suis une vieille personne, mais qui n'y allait pas déjà quand il avait 25 ans. Donc, ah ouais, vous n'allez pas faire de pool party avec Patriwell, nous on voulait des anecdotes, t'es content. On a l'hôtel, on n'a pas le petit resto. J'ai pas vraiment. J'ai un souvenir extraordinaire d'un resto. J'étais allé, qui est genre un truc 3 étoiles Michelin, mais j'avais jamais mangé dans un japonais aussi bon de toute ma vie. Et la première année où j'étais allé, donc c'était hors de prix, mais c'était exceptionnel. Et la deuxième année, j'y suis retourné et ça n'avait plus aucun intérêt. Il avait toujours 3 étoiles? Et c'est toujours, je sais pas si je dis que c'est à 3 étoiles, mais peut-être c'est 1, c'est 2, j'en sais rien. C'est pas pareil, parce qu'en termes de prix, ça s'appelle le Bar un Massa. Chez Massa, ça s'appelle. Et de toute façon, c'est toujours pareil à Vegas, c'est un grand restaurant de New York, qui est un des plus chers de New York. Donc, t'imagines, plus cher de New York, parce que ça doit bien chiffrer, ouais. Voilà, t'as intérêt à pas avoir tout perdu les 2 premières. C'est un bon buy-in. Faut y aller en début de festival, quoi. Voilà. On est sur un bon buy-in. Mais la deuxième fois, j'avais été et ça n'avait plus enfin voilà, le côté extraordinaire que j'avais vécu, l'expérience que j'avais vécue. Non, et puis. T'es parti, mais le buy-in était resté. Voilà. Et du coup, j'y suis plus jamais retourné après. Et t'as toujours du plaisir à retourner à Vegas, même malgré toutes ces années? Bon, d'abord, j'y suis pas allé tant que ça, mais j'y suis allé. Enfin, ça fait 4-5 ans que j'y vais vraiment tous les ans. Et non, mais enfin, Vegas, c'est magnifique. C'est un endroit, t'es très content quand t'arrives et t'es encore plus content quand tu pars. Donc, moi, j'y reste jamais longtemps. Donc, après, les règles qui vont passer 2 mois, je comprends qu'ils se prennent des villas ou des machins, parce que cet endroit, sinon, est impossible. Mais quand tu y vas pour 8 jours comme moi, c'est vraiment chouette, quoi. Quand tu vas l'été pour les World Series. Et surtout, j'y vais quand j'y suis avec un copain comme Patrick ou quand je suis avec. Cet été, j'étais avec aussi par hasard une bande de copains. C'était très sympa. Parce que sinon. Un peu vacances en même temps, quoi. C'est poker vacances. Ouais. L'idée, quoi. Et puis c'est pas que poker, quoi. Ouais. Il faut aussi. Moi, honnêtement, je vais là-bas, c'est pour jouer au poker. Vraiment, sinon je n'irai jamais là-bas. Mais j'y vais pour jouer au poker. Là, justement, il y a mon fils qui vient d'avoir 21 ans, qui fait. Ouh là là. Mais qui évidemment aime le poker, sinon ce serait pas drôle. Donc ça confère à ce que j'ai dit précédemment sur les addictions, etc. Donc je regarde ça avec un œil très attentif. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai fait jouer au poker, sa bande de copains jouent au poker. Donc là, il était 4 mois en échange de sa fac au Brésil. Et donc là, on se retrouve. Du coup, il 3-bet tous les soirs. Parce que en plus, ça explose le poker au Brésil. Ouais, il a pas joué, je crois. Là. C'est vrai, parce que les Brésiliens, putain, ils sont en pas font gros. partout, hein. Ouais, ils sont pas mal. Non, mais il était dans autre chose. Il écrivait un livre, il faisait ses études, il allait au soleil, il était à la plage. Donc, je pense qu'il était plus. Il faisait ses études, il écrivait un livre. Ouais, il a. Voilà, standard, mais les trucs standards quand on a 21 ans, quoi. Au Voilà. Brésil. Et donc là, il a reçu une statue, il a fait l'Everest aussi. Non, il a vraiment écrit un livre. C'est vrai? Ouais. Ok, un livre. C'est quoi le sujet du livre? Je ne l'ai pas lu encore, car il l'a fait lire à une copine. Ah, il est pas encore sorti. C'est un roman. C'est un roman, oui. Il a écrit un livre qui ne sortira peut-être jamais de son ordinateur, mais il a écrit en tout cas. Au moins, il l'a fait. Il est Moi, fort. Je sais pas, on verra. En tout cas, il a au moins été au bout de ce truc. Donc, en tout cas, je l'ai pas vu, mais c'est ce qu'il t'a dit. Non, mais j'ai quand même. T'as des preuves.
j'ai a priori un faisceau de présomption. De toute façon, on va pas te la faire à toi. Donc non, et on va se retrouver. Et lui, il a 21 ans depuis 4 jours. Donc il a déjà été à Vegas avec moi quand on était petit, où on allait à Los Angeles. Et donc il est trop content. Donc c'est en vrai, si je suis honnête, c'est ma vraie motivation de partir. C'est pas d'aller jouer. Ah, mais donc tu pars avec Patrick et ton fils. Et mon fils, ouais. Okay. Donc en fait, lui, il va faire des tournois, quelques tournois à $100. Donc il va vivre un peu ce truc-là. Et trop bien. Donc j'ai envie de lui faire plaisir en espérant qu'en rentrant, il ne devienne pas fou. Mais faut qu'il perde. Oui, donc il rentrera pas. Ouais, c'est vrai qu'on dit. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, par exemple, sur les EPT, etc., pendant très longtemps, j'ai quasiment jamais pas fait un jour 2. J'ai toujours plutôt d'y prenais dans des fields. Mais d'ailleurs, ce qui est un peu caractéristique de mes résultats, dans les fields plus durs. Et à Vegas, j'ai jamais rien fait. J'ai fait un deep run de main event. C'est combien deep run de main event? Je sais plus. Non, je dis top 200, 300? Ouais, je sais plus, 400 peut-être 500. Genre jour 5. Enfin, en tout cas, j'ai fait l'argent un peu plus que l'argent, une journée de plus que l'argent, quoi. Voilà. 4 ou 5, ouais, ok. Voilà. Et sinon, à chaque fois, je saute peu de temps avant l'argent. Enfin, peu de temps, une demi-journée, une journée. Et je fais rien là-bas. Donc, si je fais deuxième, troisième de side, un 3000 mix game, des choses où j'ai fait une fois deuxième. Mais bon, après, je reste pas longtemps. Hein. Je reste 8 jours en général et je viens pour le main. Et en général, je fais quand même 2 ou 3 jours de main. Mais tu fais un tournoi par jour? Pas plus? Ah non, j'ai pu en faire. Ah ouais, tu fais plus? Des fois, en faire 2 ou 3. Si ça se passe pas bien. Ah ouais, parce que je rebondis sur ce que nous disait Michel Lebgorin la semaine dernière. Il dit attention, il ne faut jamais se réinscrire à un autre tournoi quand on a sauté. Parce qu'il disait qu'on n'était pas dans le bon état d'esprit. Après, mais il a totalement raison. Mais moi, je suis là-bas. T'es peu de temps. Je suis peu de temps. Évidemment, c'est encore une fois, ça revient à ce que je vous disais quand je light reg le high roller de Winamax. À un moment, tu joues pas toujours ton high game, y compris. Alors moi, c'est pas mon métier, mais j'ai quand même l'esprit de compétition très prononcé, même pour des professionnels. Donc, tu veux optimiser ton temps, quoi. Il y a un peu de ça. Donc, c'est pas forcément la meilleure façon d'optimiser. Et tu joues cash game un peu là-bas? En général, quand je pars dans les festivals. À Vegas, j'ai joué un peu, parce que tu sais, le machin. D'ailleurs, c'est le dernier Vegas que j'ai fait où je n'ai fait que payer des buy-in et perdre. J'ai un peu limité, pour partie mes pertes. Grâce au cash game. Mais un truc improbable. J'ai joué genre une table, genre une 1-2, où j'ai gagné $5000. Plus en live, tout ça existe, ça. En LDM, PLO. En PLO. Mais ça n'existe pas. Déjà, PLO, tu comprends un peu plus. Non, parce que je suis arrivé au petit matin. Il y avait un reg, je sais pas, norvégien, suédois, qui était énorme. Non, tu peux pas qu'il y avait deep dans ces tournois-là. Dans ces tables-là. Genre c'est 200. Non, c'est peut-être 300 quoi. 400 ou 500, mais c'est okay. et tu peux pas te recaver par plus de 500. Ouais. Donc il y avait un mec qui les avait rasés toute la nuit. Et là, j'ai fait une table de sit and go, quoi. J'ai gagné avec $500, j'ai gagné $5000 ou $6000, je sais plus, mais c'était un truc absurde. C'est du pélo, ça devait être horrible. Ça devait être horrible pour les autres. Et en général, ça veut dire que très drôle, c'est que le soir, je suis revenu, c'était vraiment genre le dernier jour où je partais, je suis repassé, il y avait un mec qui racontait ça. J'étais assis. Il y a un mec qui a gagné $6000. C'est lui. Il a gagné $6000 à une 1-2. Et là, tu disais, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, ça n'existe pas. Ouais. Il y a toujours des histoires comme ça, des mecs. Pourtant, j'en ai joué mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé ça en ligne. Pour le coup, en cash game online, parfois, tu as des trucs un peu exponentiels comme ça. Ouais. Mais sinon, dans une 5-10, une 5-5, c'est quand même... Je te parle le ratio. Hein. Ah bah oui. Tu vois, 10 buy-in. En 25 caves. Voilà, 25 buy-in, c'est beaucoup, quoi. Avant qu'on passe à la partie technique, tu sais quoi, on va passer à la partie technique, parce qu'en plus, tu m'as dit qu'il fallait que tu retournes travailler un peu. Donc, on va passer à la partie technique. Allez, petite... Ça va se passer derrière toi. Eh oui, il y a le futur, on a un replayer. Il faudra juste parler près de ton micro. Alors, c'est une petite gymnastique.
pense que je peux Mais ça va. réussir à... Alors, pour vous situer un petit peu l'action de ça, on est sur le 500 000 des Tritons, l'Invitational. Donc, c'est la table finale. Pas mal. Et on est pas mal puisqu'on va être chip leader. À 110 On est blindes. Daniel Dvoress. Exactement, on est dans la peau de Daniel Dvoress. C'est en blinde, je vous ai tout mis en blinde. 110 blindes, Parfait. on est en détente. La table finale se passe comme sur des roulettes. On est arrivé, on était middle stack. On a un peu rincé tout le monde. Et c'est l'ICM et Maus ou... Bah là, on est vraiment table finale. On est 6 lèvres table finale, donc il y a quand même un bel ICM. Il y a 12 millions pour le premier. C'est 12 millions pour le premier. Et c'est un peu un payout. C'est moins lissé que le main event, quoi. Mais il y a pas mal de millions sur la table. Les autres stacks, bah on voit. On a un peu deux middle avec Ben Is et Lococo. Et puis après, c'est aux alentours des 20 blindes. On a As-4 off UTG. Est-ce qu'ici, en tant qu'énorme chip leader, on se dit qu'on ouvre tous les As? Moi, je suis devenu professionnel de tournoi. T'inquiète pas, Tu fais quoi, toi? Moi, je Si, joue Alex. pas. Tu couches ça? Ok. Ouais. Mais évidemment, il a ouvert. Bah ouais. Non, Sinon, parce que c'est vraiment, tu le prends vraiment pour la pire partie technique. Comment de on jeu. ouvre? Allez, on va rouler sur la table. Donc, on va open avec un bloqueur, un UTG. Un bloqueur As, le meilleur bloqueur sous ICM. On open. Tout le monde va folder jusqu'à Sinan Loulou, ou Lulu, je ne sais pas comment ça se dit. Je On vais va dire dire Loulou. Qui va défendre en big blind. Donc on va avoir un flop. Ça y est, une animation graphique. Ça rigole pas. Hein. Bah, ça nous a coûté un an d'affiliation. On a produit. Eux aussi, on a produit des trucs. 15 euros. Mais il n'y a pas encore les sons. 6-4-2, on fait middle pair. La bébé va checker. Est-ce qu'ici, imaginons, Alex, t'as open, Check back. tu check back ici, Ouais, tu mises pas. C'est normalement pas dans ta range perçue. Après, on a une range de chip leader, donc on a une range beaucoup plus large que en fait, ce qu'on doit avoir de base. Juste, même si évidemment la règle c'est d'open tous ces as quand tu es chip leader. Après, tu as quand même intérêt à ce qu'elle dure un peu parce que tu as beaucoup de middle stack, tu as intérêt à profiter de ton stack dominant et tu n'as pas envie de perdre ton avantage, quoi. T'as pas envie de perdre ton avantage et tu sais que sur tous les restyles, tu vas quand même être toujours obligé de fold malgré ton bloqueur. Et ensuite, sur ce flop, moi j'aime bien check back sur ce flop pour laisser l'initiative, vu que j'ai pas beaucoup de cartes, ton board, quoi. Cartes de ce board et que je vais être obligé de fold souvent sur un raise, même si évidemment l'ICM étant ce qu'il est, il n'a pas tellement vocation à faire le foufou, le loulou. Comment alors même si c'est pas trop notre board, je pense que c'est pas le sien non plus parce que avec 22 blindes, j'imagine qu'il défend pas beaucoup de 4-2, enfin de 4, de 2 et même de 6. Il va avoir des 4 suités, des 6 suités. Par contre, il a pas 6-4 off, 4-2 off, il a pas donc, 5-3. en gros, et même les 4 suités et les 6 suités, c'est genre 4 5 5 6 genre, 7. En plus on a bloc. Et il va défendre A6. Il y a des 5 et 6 de carreau. Il y a des 5 et 6, il y a des 7 et 6, il y a des Dame 6, Roi 6, il y a les 6 suités. Ils sont défendus tous les jours. Ouais, moi je comprends je comprends le check back, je comprends aussi le bet pour deny de l'equity. Si on fait fold n'importe quoi, on est content aussi. Donc j'ai un peu plus envie de bet, mais vu que chaque fois je choisis quelque chose, c'est l'autre option. Voilà. On va bet. Allez, qu'est-ce qu'il y en a le meilleur joueur du monde? On va bet tout petit, on fait une bébé et on est payé. La turn, on va faire 2 paires. C'est Tron en fait. Ouais, on va faire 2 paires, tu sais, c'est toujours le truc. C'est 2 paires, mais c'est pas la meilleure 2 paires. Mais c'est pas Et cette fois-ci, on a la big blind qui va donc bet sur la doublette de la top pair, donc doublette du 6. Il donc bet, il fait 1,75. 700 000 dans 3 millions. Est-ce qu'on peut faire autre chose que call ici? Est-ce qu'on fold? Non, je pense qu'il faut call parce qu'il peut le faire avec un 2, il peut le faire avec rien. Avec un 5. Et du coup, maintenant qu'on est parti dans ce coup, il faut call. On call et on voit ce qui se passe river. Voilà. Pour l'instant, la turn, c'est pas le plus problématique. Hein. C'est river, on va se prendre un énorme péchon qui va être... On call et donc on va voir la river. On fait 3 paires. Non. On reste sur 2 paires. La river, c'est le roi de pique. Donc board rainbow, 6, 4, 2, 6, 3. Un peu une blanque. Exactement, le pot fait 11 bébés. On en a 19 en stack effectif derrière. Nous, on en a 106, on est large. Et là, notre ami va envoyer un énorme péchon. Ah, il ne veut pas. Il va envoyer un énorme péchon. Il va overbet. Ok, donc le pot fait 4,4 millions et il va bet. Il va faire 5,4 millions. Donc il va faire quasiment 13 bébés ici. Waouh. Ouais, je dirais qu'il l'a fait. Non, mais je vois bien, moi, je les vois les 13 bébés. Bah, tu vois, en fait, on avait que le budget pour flop turn. Je suis désolé, en fait, river sera 2025 a priori.
Est-ce qu'on call cette énorme overbet? Est-ce qu'on fold et on passe à la main d'après? Disons que là, on est vraiment dans un spot où il sait que tu sais que je sais que tu sais que tu sais que je sais que tu sais. Et pourtant, on ne sait rien. Et pourtant, la seule chose que je sais, c'est que normalement, je ne sais rien. Le roi n'est pas une bonne carte. Ouais, je pense qu'il change pas grand-chose ici puisqu'il. Non, mais il change pas grand-chose. Mais bon, tu peux coller à As-Roi. Tu peux coller As-Roi sur cette turn aussi. Donc, on a des rois 5, on a- des rois 3, des rois 4. Ouais, mais finalement, que t'es As-Roi ou que t'es As-4, vraiment, c'est un peu c'est la même main. Un bluff catcher. C'est ça, t'as un on bluff a catcher. toujours bluff catcher. Donc, si tu te dis qu'avec l'ICM, est-ce qu'il peut bluffer dans ce spot pour récupérer 11 blindes? Est-ce qu'il peut possiblement bluffer dans ce spot ou est-ce qu'il n'en a aucun? Parce que vu l'ICM, il n'a pas forcément envie de bluffer beaucoup dans ce spot. Mais après, vu les joueurs, vu leur historique, Ils sont toujours capables de le faire un et peu. voilà, et vu l'historique, quoi. Ça défend 8 et 5 suits en big blind? Ouais, ça peut défendre. Ça peut défendre 8 et 5 suits. 7 et 5 suits, ça va avoir 7 et 8 suits, ça c'est sûr. Et en fait, du coup, il lui reste. En fait, je pense que il va quand même donc cette turn à très très haute fréquence quand c'est doublette du 6. Ouais, il est censé là. Genre, c'est possible qu'il donc avec close toute sa range, non? Il va donc bet beaucoup, mais c'est pas quand même la meilleure range à donc bet parce que certes on est UTG, mais c'est pas une UTG classique où nous on a petit. Là on a quand même pas. Oui, mal c'est-à-dire de- que c'est ça, c'est qu'on va open. on va genre open roi roi 6 6. suit. Voilà, à 6, on a tous les As-6, donc ça fait déjà avec les combos. Ouais, mais donc par on contre- a beaucoup de combos. Par contre, une fois qu'on a quand même, on va s'ébet une grosse partie de notre range dessus, et nous on a plus de 6 une fois qu'on a call le flop plutôt que. Ouais, la Big Blind on en a plus parce qu'aussi elle a tous les suited connectors, ce genre de main que. Et nous, c'est surtout on qu'on a va beaucoup fold, moins. on va fold une grosse partie de nos mains, et dans ce qui va rester, c'est des 6, c'est des paires, c'est des. Voilà. Ceci c'est l'avantage, clairement. Donc, c'est chiant quand même. Hein. Qu'est-ce que C'est tu chiant. fais, Alex, alors? Allez, du est-ce coup qu'on est recall, est-ce qu'on fold? Moi, je fold. Alex, on Je part fold. pour. Tant pis. Mais enfin, il y a beaucoup de choses dans ce spot dans lequel je me serais, je pense, Pas embarqué. pas embarqué. Mais Ok. maintenant, si tu vas au bout de la logique, c'est une autre histoire. Mais moi, je fold. On part pour fold, comment? Alors, moi, l'indice, c'est que Daniel Vorest, il était chip leader et il a pas gagné le tournoi. Après, il peut Donc, pas bust, même si Ouais, ça mais en se- même temps, il avait 100 blindes et à un moment, il a bien fallu qu'il descende. Donc, j'imagine que ça va être un bon pot pour qu'il perde. Et je vais dire qu'il a call et qu'on a perdu. Et moi, j'aurais fold. Et je vais dire que Villain avait 6 et 7 comme ça. 6 et 7 pour Comanche. Alex, qu'est-ce que tu lui donnes comme main à notre ami Loulou? Franchement, je suis un peu. Il est vraiment complètement polarisé, quoi. Là, où il a une main genre A6 ou 6 et 7, même si on a un bloqueur. Ou 6 et 8 suité, ou rien du tout. Allez, lance-toi, donne-en une au pif, ça peut passer, hein. Tu peux trouver. Ça sera toujours mieux que moi, de toute façon. T'inquiète pas. Moi, je dirais A6. À 6 et du coup 7 et 6. Donc je suppose Steven, tu peux pas avancer. Hein. Ouais, c'est pas grave, je l'annonce à On a l'oral. payé, on a perdu, s'il te plaît. On a payé. On a réfléchi, on a perdu. Et il avait les noix. Il avait roi 6. Oh, putain, je Suite peux des- pas. Même, je sais qu'il avait un 6, je peux pas tomber dessus, tu sais. Donc il était en détente totale, l'ami Loulou. Et ouais, on a perdu ce pot. Et effectivement, après, on a un petit peu dégringolé. Et on n'a pas été super loin. Je crois qu'on Allez, fait, la dernière main, c'est du cash game maintenant. On va jouer en 50-100. Exactement. 50-100. Ah, je retrouve mon poteau. On va être dans la peau de Naoufel Smires, je connais pas. Et on va jouer contre Linus. Linus, il open UTG, il fait 220 sur une 50-100. On a A5 suité ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on 3-bet? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Alex, qu'est-ce que tu fais ici? T'es en cash? Est-ce que tu call? Est-ce que tu 3-bet? Tu fold? Je regarde un peu Ils ont tous plus de 100 blindes. Alors, on a que des Et ils tops. sont tous forts. On a que des tops là. D'accord. Peut-être nous, on n'est pas top, je sais pas. Ça va dépendre de ce qu'on va faire. Mais je pense que c'est compliqué de just call. Donc, je pense que je 3-bet. On part pour 3-bet. Ouais. Ok, comment? Ouais, je vais 3-bet or fold ici. Et à 5 suit, putain, contre Linus qui open UTG. Vraiment, j'adore ma vie, quoi. Moi, je fold, mais sinon, 3-bet. Moi, je cash out. Ouais. On va 3-bet. On fait 700. Tout le monde fold et Linus va défendre. Voilà, super, on a perdu le coup, hein, je vous le dis. Et Linus, il va jouer hors de pause et il va nous démonter. Le flop, c'est roi 8, 7, Rainbow. On a backdoor straight et backdoor flush draw. Linus va checker.
Est-ce qu'on c-bet ici ou est-ce qu'on check et quel sizing on fait si on c-bet? Alex, t'as 3 bêtes, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, ça touche quand même sa range, mais je vais quand même c-bet parce que je suis un con. Non, ça touche aussi notre range quand même. Bien sûr. Il y a un roi, ça va toucher On est bien notre content, range ouais. quand même. Donc tu fais quel sizing ici? Pot. Un tiers pot, ok, comment? Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Allez, on est parti, on va bet et Linus va défendre. Jusqu'ici. Un tiers pot, putain. Ici, tout va pour bien. l'instant. La turn est pas mal, on aime bien cette turn. Un carreau. Un Ok. 3 de carreau. Oh là là. Ok, la brique, mais le carreau, Linus va checker. Est-ce qu'ici, on check back tranquillou, on réalise notre équité, ou est-ce qu'on deuxième barrel? Alex. Bah, on check back parce qu'on a tellement pas envie de se faire raise. Ok, on prend la free card tranquille. Ouais. Comment? Je pense qu'on se fait pas check raise sur cette turn une fois qu'on s'est fait check call, enfin quand on a check call le flop. Moi, j'ai plutôt envie de miser pour faire grossir le pot avec, enfin, tu vois, pour pouvoir faire grossir le pot et pouvoir avoir un bon SPR river et faire tapis. Tu fais quel sizing là si tu... Bah, vu que je vais miser un peu, ouais, je vais miser entre genre 60% du pot, je pense. Ok. On va 2 barrels, on va pot. Ok. Il manque un petit peu dans le pot, donc on pot tout pile. Et on se fait raise. Alors, on se fait click 2x. Ce qui est marrant, c'est que là, j'essaie de réfléchir à quelle carte river on va avoir pour nous donner envie des recalls. Et river, ça peut pas être un as, sinon c'est trop facile. Donc ça va être quoi, river? Genre c'est un 5, vraiment? Déjà, on se fait click. Bah c'est bon, bah On paye. est obligé de payer. Bon bah c'est payé. Hein. Ah, on paye. River, c'est un 5? Ça va être quoi? Non. Ah, c'est pas un as de trèfle quand même. Non, c'est pas un as, c'est pas un carreau. Ah, c'est évidemment. doublette du 3. Ah, ok. Doublette du 3. Et l'ami Ouais, Linus, il fait il tapis. fait pas tapis. Il fait pas tapis, il fait 5000, il lui reste 2005 derrière. C'est son vrai sizing. Hein, donc Il est trop fort. il fait pas tapis. Est-ce qu'on hero call ici? Est-ce qu'on fold? Je suis obligé de le dire, est-ce qu'on transforme Pampiche en jam? Tu sais, il est trop fort parce qu'en fait, quand il fait tapis, t'as une décision facile, tu fold. Alors que quand il fait half-pot, il te met vraiment toute ta range en PLS. En fait, c'est ça qui est trop fort, c'est de trouver le bon sizing qui met toute ta range en PLS, quoi. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on fait justement avec notre range en La PLS? La vraie Alex, est-ce que question, tu hero c'est call? quelles sont les mains avec lesquelles il va raise et quelles sont les mains combat ou quelles sont ses mains de bluff ou de semi-bluff. Est-ce qu'il peut avoir des semi-bluffs, genre des En valet fait, 10, 9 et 10? Si on est cohérent, les seules mains 9 et 6. combat ici, c'est 9 et 10 de carreau. Les mains avec lesquelles il va raise, où il a une équité, donc évidemment, il y a tous les brelambes, on a perdu, qui existent quand même dans ce spot. De 8, de 7, open UTG qui call le 3-bet, qui check call, donc tout ça, ça existe. Mon équipe, j'ai pas vu au début du Non, coup, on est genre 100. Est-ce il doit avoir même d'avoir des As-Roi off qui Après collent, hein. 9 et 10 de carreau, est-ce 110. que lui-même raise pas au flop? Valet 10 de Combo carreau? Les combos, genre 9 et 10 de carreau. Je pense que 9 et 10 de carreau, t'as pas envie de raise, t'as pas envie de te faire shove sur un Ah, bord droit c'est- 8-7. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu bêtes As-3 de carreau si t'as pas envie Mais parce que une fois que t'as... Ah non, je parlais au flop, moi. Non, mais je dis au flop, il peut. Si je parle les mains combat. Ah, tu penses que Linus aurait check raise valet 10, des fois 9 et 10 au flop? Parfois, il aurait check raise 9 et 10 au flop. Et que maintenant, s'il a valet 10, il peut just call la gut shot, trouver les carreaux. Et ça fait une main de plus combat. C'est-à-dire une main qui trouve gut shot et carreaux à la turn. Et qui, lui, veut vraiment prendre le maximum. Après, si on lui met que les combos de carreaux, ça fait pas Ça beaucoup. fait vraiment pas que beaucoup de 9 combos de et value. 10, valet 10, il a pas 5 et 6. Du coup, il reste pas beaucoup, hein. par rapport à 8-8-7-7 qu'il aurait pas check raise au flop. 8-8, enfin, en gros, finalement, les combos de value, c'est 8-8-7-7. C'est compliqué de trouver d'autres combos de value. Ouais, il Après, a pas As-Roi. 8, 3, 7. Il doit avoir des As-Roi un peu. Peut-être As-Roi, ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu sors avec quelle main il va open UTG, même si je sais bien que ces joueurs-là ont des ranges. Après, Ouais, je pense qu'ils ont quand même pas des ranges. Ils inventent pas non plus non, des voilà, trucs vu la incroyables, tronche hein. de la table, je pense Ouais. qu'il a une range assez classique. c'est- Hein. c'est Il classique. va pas non plus faire des folies. Donc encore une fois, un combo, enfin je veux dire, tu vois, un combo suité, il peut faire ça avec 6 et 7 suité, avec 9 et 10 suité, il peut open UTG. Ça existe. Ouais, bien Ouais. sûr, ça il l'a. Ouais. Donc après, voilà, donc de toute façon, c'est encore une fois, c'est où il a transformé sa main, où à la turn, il a vraiment décidé de jouer au maximum, enfin, créer un maximum de value sur sa main et auquel cas, bah, il faut call. Après, si tu vois l'argent qu'il y a dans le pot par rapport à ce que tu as investi et le nombre de bas le nombre de combos que tu bats, Après, c'est marrant quand même parce qu'il a pas cherché de fold équité turn.
Il fait Minrace, tu vois, il fait un tout De petit. toute façon, c'est ça ou Jam. Il peut pas avoir Il trop peut de pas sizing. faire entre les deux. Ouais, mais du coup, peut-être que quand t'as un combo de draw, t'as envie de mettre prendre le plus de fold equity possible et de jam plutôt que de faire un min raise et de te retrouver avec une river, tu vois. Ouais, tu peux. Du coup, c'est pour ça, moi, je mettrais plus. Enfin, bon, après, c'est Linus qui ferait dans tout ce qu'il fait, mais je mettrais quand même un peu plus de value que. Ouais, et moi, franchement, mais turbo snap le feu. On a besoin d'être bon 25% du temps vu qu'il fait mi-pot. 25%, c'est ça. Hein. Vu qu'il fait mi-pot. On a Ouais. fold de Comanche. Ouais, c'est fold ici. Alex, Je crois que je vais fold et que je vais dégoûter de la ligne que j'ai pris depuis le début. part pour fold? Ok, une main. Donnez-moi une main, Alex. Quelle main il peut avoir, Linus? 9 et 10 de carreau. 9 et 10 de carreau. Ok, Comanche. 2-8. 2-8. Ouais. Oh putain, t'avais tes yeux, je sais pas, ton regard, je le connais celui-là. Tu veux changer? Si tu me dis qu'il avait As-Roi, tu veux changer, regarde. C'est le mec qui te dit tu veux changer. Ah, mais tu veux changer? Tu veux pas Il changer? joue avec mon T'as le âme droit- à t'as chaque le droit de fois, changer. c'est Tu veux insupportable. changer j'en ou tu peux veux plus. maintenir de 8? Je vais changer. Ok, vas-y. Si c'est de 8, je m'en voudrais toute ma vie, je vais garder de 8. Tu gardes de 8? Et je mets Le As-Roi. mec un peu connaît sur pas le les côté. jeux télé. C'est à suite ou tu changes? Allez, Tu c'est changes bon, pas? c'est bon. Allez. Faut tout le temps changer dans les jeux télé, donc je vais dire As-Roi. Allez. Ok, on dévoile. Non! J'ai trop Non. peur. On dévoile, on a Dis-moi payé. juste qu'il a pas de 8. On a payé. On a perdu. Et t'as changé. Non! Il a fait 2-8. Je suis dans sa tête. Et voilà. Pire émission Un homme ever. faible. Un homme faible. Et donc on s'est fait bien. Ta gueule, on s'est fait ta bien gueule, milquer. ta gueule. On s'est fait bien milquer. Et on a perdu de l'oseille dans C'est nul. les deux cas. C'est nul cette partie technique. De plus en plus nul d'ailleurs. C'est vrai, c'est catastrophique. Après, honnêtement, je sais pas, je trouve pas ça terrible la façon dont le coup est joué. Turn. Ouais, turn, moi ça me choque pas particulièrement. Je pense qu'on se Tu fait veux dire aussi de la raise, mais- de la part de qui? Des deux? de nous qu'on a potes. tu vois. Ouais. Moi, je trouve que le fait de pote dans ce coup, dans pense qu'on n'est pas obligé de pote. dans une partie de cash game, enfin, c'est vraiment, tu transformes quasiment ta main en bluff en fait, parce que Ah bah tu la bluffes. Bah, T'es- tu as un bluff, de t'es- toute façon. T'es purement en semi-bluff. quoi. voilà. Tu veux juste Non, mais t'es attaquer en des semi-bluff, donneurs et ça de- devient quasiment un bluff, parce que une fois que t'es raise, Bah là tu colles parce que tu fais Bah, 2x donc tu colles parce t'as que la c'est cote. 2x, sûr, enfin, t'as pas la cote. Attends, il a foldé, hein. Il a payé à ça. Non, on a payé River. Ouais. On a payé, on a perdu. Bon, je pense qu'au niveau du profil, je sais pas, mais bon après ça se trouve c'est le meilleur Je joueur, sais c'est pas, le mais deuxième meilleur j'ai joueur quand du même monde. Et... Du mal à trouver beaucoup de Ah bluffs. ouais, quoi. on a à partir du moment où on a galéré quand même. Les Ça comptes, doit être les Il y en a Linux. quasiment qu'un. Donc, Ah, on a deux, allez, valet 10 et 10 et 9, ouais, c'est 10 tout. Quoi. et 9 et Ça 10. fait pas beaucoup de combos, Ouais. sachant qu'on bloque 5 et 6 et Ouais, je ouais. pense pas qu'il va prendre des combos. Il a pas de combo off. Donc, Et donc le joueur qui open est connu pour ne jamais fold. Colinus. Non, pas Ah, l'autre, on le je connaissait sais pas. pas. Je sais pas qui je c'est. connais pas On ce connaissait Parce profil. que c'est quand même, tu vois, c'est quand même un Pot- exploit. Potentiellement, c'est le maximum, spot. quoi. Ah ouais, de il la a table. pris le. Ah ouais. Tu vois, avec Je paire pense de que 8 c'est dans ce difficile, spot. c'est clair. C'est pour ça que potentiellement c'est peut-être le spot de la table. Après je m'avance pas, je sais pas trop, Ouais. mais vu la tronche de la table, en tout cas j'ai pas vu de spot à part lui. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Alex d'être venu Merci et à vous. d'avoir partagé ton Alex. expérience et tout avec nous. On rappelle que le documentaire est disponible Sur MyCanal. sur Tout MyCanal. à fait. Tous addicts. Non, enfin tous addicts. Tout ça dit. Demain j'arrête. Demain j'arrête le J'arrête jeu. mon addiction. Demain j'arrête sur le jeu avec Philippe Lelouch. Et aller le 23 janvier au théâtre. À partir du 23 janvier et pour 100 dates. Ah bah, euh, on a le Ah oui, l'injuste- sans date quand même. 100 dates à 600 places. Donc vous avez intérêt à venir. Donc vous achetez des places sur le site du Théâtre de la Renaissance. Ça s'appelle l'Injuste. Et vous mettez le club code poker. Et si ça marche pas, vous mettez pas de code. C'est pas grave. Vous mettez Alors juste peut-être vos que codes de ça carte marchera bleue. pas la première fois. Mettez vos cartes de carte bleue. Voilà. Vous aurez- Alors, comme quand vous payez un buy-in de tournoi, ça sera beaucoup moins cher. La place la plus chère est à 55 €. Vous Ça imaginez dépend quel buy-in. Vous imaginez Vous imaginez. Voilà. Ah, 55, Et vous a- et c'est les mêmes buy-in que les tournois. 5 plus 5, 50 Voilà. plus 5. Il fait du mentalisme là. 55, c'est la plus chère. C'est si vous êtes dans le carré or. Mais à 12 €, vous avez une très Je crois bonne place. À 100 balles, t'es sur scène avec Jack Weber, quoi. Raphaël Il Kénard. faut un peu plus. Il faut un peu plus. C'est Raphaël Keller, c'est Yannick. On C'est peut faire Yannick ou pas pendant la pièce? Tout faire. On peut tout faire. Ben voilà, bah, très très bien. Merci beaucoup. Je n'irai avoir tenu ces propos. Donc vous vous souvenez bien, si vous avez besoin de rien, vous m'appelez. Exactement. Et pour le reste, achetez des places au Théâtre de la Renaissance et regardez Demain j'arrête. Et le négociateur sur TF1. Et le négociateur, alors il est pas tout de partout. suite. La saison 1, vous pouvez encore la voir. Et la saison 2, elle devrait arriver au printemps.
Voilà, on est demain. François-Xavier de Maison, Jeanne Bourneau, Michel Jonas, Léonie Simaga, plein de gens, Elodie Frank. Vraiment, c'est une chouette équipe. Et voilà. Et puis, regardez aussi Demain j'arrête, évidemment. Et bientôt Poker One, Jam to Survive. Et voilà. Jam to Survive, c'est pas mal ça. Et puis je reviens, donc une fois que j'ai gagné le WPT Championship. C'est le bon timing là. Normalement, t'es assis dans ce fauteuil, tu sais que ça porte chance. Mais on a quasiment que des gars qui ont changé. Bah voilà, écoute, de toute façon, il y a un moment, il faudra bien que je fasse un bon Vegas. Donc mes gros Vegas, j'ai gagné 10 000 et les autres j'ai perdu. En tout cas, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins fais-le pour ton fils en même temps. Il vient avec toi. Non, ça c'est la seule chose qui me ferait chier. C'est si je gagne, alors là, c'est sûr que la seringue, ça sera compliqué de lui enlever. Ouais, mais c'est pas, ça sera une seringue dorée, donc c'est pas grave. Écoute, ça m'a pas empêché de faire 2-3 trucs dans la vie, donc je suis. Merci beaucoup. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker. Bisous tout le monde. Ciao.